been tryna find me really well. Silly yo, I be Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 d'Open Mic, après un épisode de 2 il y a au moins un mois. On se retrouve ici à Paris pour traiter de deux sujets. Donc on va d'abord traiter des prospects européens éligibles pour la prochaine draft qui arrive très très vite. Et on va surtout traiter de la finale historique d'Eurocup avec des clubs exclusivement français. Comment vous allez les gars ? Très bien, hein, chaud de débattre à nouveau sur ces deux beaux sujets avec, on le rappelle quand même, les prospects, un peu ta spécialité. Donc ça va être sympa d'échanger, de connaître vos avis là-dessus. Et puis tu l'as dit, la finale d'Eurocup, c'est historique. Ouais, on a deux sujets totalement différents, mais qui se ressemblent quand même un peu au final, parce que Les jeunes français. on a des passerelles, voilà, on a la France qui est bien représentée juste ici, mais également dans nos sujets. Juste ici Et puis aussi, voilà, oui hein. aussi, hein, et accessoirement. Et on a pris vraiment un décor pour illustrer avec le gars qui nous a vraiment marqué en termes de draft NBA. Donc, moi, ouais, non, je pense que ça va être très alléchant. Et surtout, je pense que pour quelques échos en off, donc ça va être le premier podcast, on va un peu tous se rentrer dedans parce que je pense qu'on a des avis très contrariés, très divers, mais ce qui est cool sur tous ces sujets-là. C'est ça, exactement. Je rappelle que on a récemment tourné une interview avec Benjamin Sen, joueur de Nanterre 92, et qui est toujours disponible sur YouTube, bien évidemment. Donc je vous laisse aller la voir, aller commenter, parce qu'on regarde très bien les commentaires. Et en tout cas, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Et je pense aussi qu'on peut préciser aux gens que, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur Insta, il y a une interview d'Armel Traoré qui arrive aussi très bientôt, qu'on a tourné, etc. On a eu des problèmes un petit peu pour la sortir, mais elle va bien sortir. Et puis voilà, on est aussi présent à un événement. Bon, je me permets de le dire maintenant, on devait le dire plus tard dans le podcast, mais on était aussi tous les trois ce week-end à la NGT de Paris. Et donc, on va vous régaler avec quelques petits contenus que vous avez vus sur le réseau de toute façon. C'est ça, exactement. On va donc pouvoir commencer cette première partie de ce podcast. Donc comme déjà dit, on va pouvoir traiter des prospects européens éligibles à la prochaine draft. Donc pour remettre une petite remise en contexte, les prospects européens attirent de plus en plus les franchises NBA. On le sait déjà par exemple avec l'année dernière avec le phénomène Victor Wembanyama, mais on remarque aussi que Bilal Koulibaly ou très bien d'autres Français ou Européens ont été pris l'année dernière. Et que maintenant, un joueur européen, c'est un vrai prospect, et non plus comme les années précédentes où Tipeee et Dirk Nowitzki régnaient, et bien, c'était pas pris en compte. Du coup, maintenant, on va pouvoir traiter de ces prospects, donc je vous laisse commencer. Je pense que ce qu'on peut préciser aux gens, alors comment on va tourner ça, c'est que déjà nous on a fait le choix de s'orienter vers les prospects qui jouent en Europe ou en Australie. C'est-à-dire que on va moins axer sur les mecs qui jouent en NCAA qui sont européens ou les mecs qui jouent en G-League. Que voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire. Après, on va faire par ordre de draft. Aussi, Ouais, on va faire ça. Au mock draft. On a pris la dernière mock draft ESPN à l'heure actuelle où on tourne et on va faire par ordre de position. Avec évidemment des Français, donc tu l'as dit, quelques joueurs étrangers, pas mal de Français quand même. Pas mal de Français, pas mal. Dont le premier qu'on peut citer. On peut démarrer. C'est ça, on peut démarrer. Zachary Risacher quand même. Zach Risacher, pardon. Pour l'instant, c'est Zach Risacher. Excusez-moi. Annoncé numéro 1, pour l'instant, c'est Zach Risacher. Je pense déjà qu'on va pas avoir les mêmes avis là-dessus. Yanis, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses toi de Zach Risacher ? Je sors mes petites fiches parce que j'ai quand même bossé un petit peu pour Zach Risacher. Après, pour remettre dans le contexte, là, à l'heure actuelle, il y a une période très compliquée de sa carrière, je pense, dans sa saison, où il est plus sur la pente descendante, il a beaucoup moins d'adresses. Il a beaucoup moins de tout ce qu'il avait en première partie de saison, qui était assez impressionnant. Mais si c'est le first pick, bon courage pour passer derrière Victor, déjà parce que Victor fait une saison monumentale. Il faut quand même remettre dans ce contexte qu'on a un des meilleurs prospects de top 20 ans, depuis 20 ans, donc forcément que c'est un joueur exceptionnel et qu'on n'aura pas la même qualité de draft. Peu importe qui passera après, dans tous voilà, les cas. Voilà, c'est ça, dans tous les cas, ça va être compliqué. Et alors, Zach Risacher, moi j'aime bien, mais les gens s'attendent beaucoup trop à un mec qui sera un créateur d'équipe, une arme numéro 1, alors que moi, on le voit à Bourg, c'est pas du tout ça. C'est un mec qui est vraiment un role player très important, qui a énormément progressé sur le secteur défensif, qui est un véritable sniper. Je crois que j'ai la stat, c'est 49,3% de moyenne en Eurocoupe, ouais. Ce qui est énorme. assez incroyable. J'ai noté aussi cette stat. Parce que... C'était sorti au dernier podcast, si je me rappelle. Ouais, mais il a continué, même s'il est en shoot d'adresse en championnat, en Eurocup pour l'instant, bon, il prend beaucoup moins de tirs, mais il est quand même. Ouais, il cartonne. Oui, non. Il continue sur sa lancée. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Certes, faut passer après Wemby, mais il faut le souligner, il est dans une mauvaise passe. En tout cas, personnellement, c'est un peu moins bien, même si son équipe, ça va très bien. Je pense que justement, là, c'est pas mort pour lui. Enfin, moi, je le vois toujours être très haut placé. Et avec les matchs cruciaux qui arrivent, on a parlé de la finale d'Eurocup, s'il se montre à ce moment-là, s'il se montre en play-off de Belgique Elite, ça peut aussi confirmer sa place très haut. Attention, parce que moi, Zach Risacher, je le voyais tout début comme un trendy, un mec capable de shooter et de défendre. Mais j'ai vu qu'il y a eu énormément de développement sur le coast-to-coast et la maîtrise de balle. C'est devenu un bon passeur.
Ça se ressent peut-être pas dans les stats de passes décisives, mais il tourne beaucoup mieux le ballon. Ça c'est l'expérience Bourg-en-Bresse aussi. Et maintenant, c'est un mec capable de jouer en coast-to-coast. On l'a vu qu'elle pétait quelques tomards. C'est un mec qui fait 2,06 m quand même, faut le rappeler. Hein. Enfin, c'est ça, c'est les. C'est les c'est nouveaux la taille prototypes, éligibles, longs, très mobiles. Voilà. C'est vraiment les nouveaux types Fort de défenseur meneurs. quand même, C'est ça. on l'a pas trop souligné pour l'instant, mais c'est quand même, peut-être pas sa qualité première, mais pas loin non plus. Mais En tout cas, en avec NBA, l'équipe ça de fera le France. taf. Un mec, Ouais, c'est ça. un mec qui joue au 3, qui fait 2,06 m, qui défend comme ça. Longiligne, il pourra faire le taf. Maintenant, va falloir, pour moi, qu'il réaugmente un petit peu son niveau de jeu, qu'il retrouve la confiance qu'il avait en début Après, de saison. La marge de progression, elle est assez importante. Je pense que dans la création de tir, dans beaucoup de choses comme ça, il va avoir à progresser. Mais faut pas, ça va pas être le mec qui va faire les plus grandes stats en termes de, Non, c'est ça, c'est de pas le même triple double profil. par exemple. Ouais, c'est ça, c'est un profil très. Moi, je le vois vraiment dans un role player. Il y en a beaucoup qui disent vouloir le voir arriver à San Antonio avec Victor Wembanyama autour. Moi, je pense que dans une franchise où il y a aujourd'hui un leader, un mec scoreur, par exemple, vous voyez, typiquement aux Bucks, je le vois parfaitement s'adapter. Après, Wemby, c'est un leader offensif. Hein. Oui, non, c'est un leader de franchise, mais pour moi, il faut un vrai 1 aussi à côté Ouais, sans manquer de respect à Trey Jones. peut-être l'arrivée de Trae Young. Très bien. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Après, le problème, c'est avec. Il irait très bien avec une franchise qui est déjà bien établie, avec pas mal de statuts, avec un gros meneur, comme tu dis, mais effectivement, s'il finit premier, ce sera pas une forte équipe qui va le récupérer. Ouais, Donc, c'est si, ça le truc. imaginons, il finit à Détroit, pour moi, Détroit, c'est le pire. Le pire choix possible pour lui, en Il n'y a fait. pas de. Y a pas de- c'est enfin, catastrophe, à part c'est Cunningham, bon, il n'y a, pas de- y a pas de leader à proprement parler. Ce qu'on disait qu'il aurait besoin pourtant. Donc, Après, j'aime bien Fontecchio à Détroit, donc qui joue bien. ouais, Oui, mais bon, c'est pas non Fontecchio, plus. c'est un 3 en Ouais. italien. Voilà, mais le problème, il est là, et en fait, on le souligne tous, c'est que aujourd'hui, Zach Rizaché, s'il est drafté dans les first pick, il va forcément atterrir dans une franchise où il aura des responsabilités. Forcément, les attentes vont être très hautes. Et forcément, on va voir. Après, avoir des responsabilités, c'est Elle pas va avoir des forcément du scoring. Ça Et c'est- peut- et ça ouais, peut aussi oui, mais prendre les gens différemment. vont l'attendre comme un role player, comme un mec qui doit prendre des ballons, qui Ouais. doit jouer, alors que réellement, c'est pas le rôle de Zach Rizaché. Après, voilà, les franchises sont adaptés au coaching, connaissent aussi les choses. Et c'est pour ça que moi, en fait, le risque du first pick de Zach Rizaché, il n'est pas là le problème. Moi, enfin, on a vu le talent du joueur, la progression qui suit. Il est très jeune encore. Mais le problème, c'est que drafter en première position aux États-Unis, c'est quelque chose où tu vas être attendu comme une top star. Après, ça, c'est le futur qui nous dira. Voilà, comment oui, se non, passe. c'est ça. Et, En tout cas, il a déjà eu des plutôt belles distinctions individuelles cette saison. hier, J'ai noté exactement, meilleur jeune de l'Eurocoupe, c'est sorti hier, donc c'est déjà une belle récompense. En Belgique Elite aussi 2 fois jeune du mois, donc je voilà. pense qu'en Batik Elite sera meilleur jeune sans doute aussi. Bah, alors on aura le temps d'en reparler, mais ils sont 3 avec le même nombre de titres de jeunes du mois pour l'instant, avec Salin et Aginsa. Donc Oui. ça pourra se débattre, mais en tout cas voilà, deux fois jeune du mois, Ça jeune de l'année en Eurocup, c'est quand même des belles distinctions, faut le souligner, je pense, pour Rizaché. Ouais, non, après, on peut rajouter aussi un truc très important. Il a été sélectionné All-Star Game cette année. Ouais, il a Dans fait l'équipe une France. campagne équipe de France. Il a fait une campagne équipe de Sa France. première. Donc forcément, il a de l'impact. Il a déjà quelques distinctions. Il a quelques matchs références. Il faut continuer sur la Step up. Et là, C'est ça. le petit peur qu'on a aujourd'hui, ça fera la transition avec la finale de plus tard, mais c'est qu'aujourd'hui, il a vraiment, enfin, depuis sa blessure en équipe de France, il a un peu de mal à retrouver cette vista qu'il avait vraiment avant. Et justement, en plus, la finale contre Paris, ça peut être un élément déclencheur, je l'ai dit, mais bon, il va être évidemment attendu par les Parisiens. Ils sont très forts défenseurs aussi, ils aiment bien mettre de l'énergie. Ça va le cibler, je pense, essayer de le faire sortir un peu de sa rencontre. Ça va être une confrontation très intéressante à voir. Moi, pour revenir rapidement sur Zach Rizaché, moi je tiendrais quand même à souligner que pour les Américains et même pour les scouts, c'est l'une des drafts qui quand même risque d'être attendue comme l'une des plus faibles. Ouais, c'est la pose de Wembanyama. Ouais, c'est aussi dur de passer après ce qu'on Il y a de disait, la post Wembanyama, mais effectivement, même en termes de niveau, ouais, il n'y a pas forcément un joueur qui, on sait, qui va tout de suite dominer dans la ligue. Et du coup, effectivement, on va dire que c'est indirectement lui qui va reprendre toute cette phase sur lui-même parce qu'il finit premier. Enfin, du moins pour le moment, il finit premier. Mais les attentes seront lourdes. Et pour moi, comme Yanis, tu l'as dit, son ceiling, comme ils aiment bien dire les Américains, ça serait plus vers un rôle de Harrison Barnes ou quelqu'un qui va venir. Qui tire. Harrison Barnes, au Warriors, c'était un très très bon joueur, très important. André Iguodala. Ouais, c'est ça, des André joueurs, Iguodala, des 3&D, mais un peu plus dans capable le de le dur. booster, capable d'apporter, Ouais. capable d'avoir une sélection All-Star, quoi. C'est ça. Dit,
Andrew Wiggins, bon, un peu moins athlétique, mais voilà. Un peu moins cette année surtout. Ouais. Oui, non, un peu moins cette année, mais. Oui, c'est ça. Dans En les tout cas, Zach Rizaché, moi je m'attends pas à ce qu'il flop comme certains le disent ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un très bon joueur. Ça dépend où est-ce qu'on place les attentes en fait. Oui, c'est ça. Il y en a Ouais, peut-être c'est ça. qui Et pensent c'est- flop et parce c'est- qu'ils attendent 20 points par match. C'est ce qui nous donnera exactement ça. C'est exactement ça. Puis ouais, tu passes aussi à l'heure actuelle, Wembanyama il est en train de réaliser une des meilleures saisons rookie de l'histoire. On a vu, bon, hier, il a encore failli mettre un triple-double. Ouais, il finit à 9 passes. C'est exceptionnel la saison qu'il fait avec les Spurs, bon, au-delà du résultat collectif. Donc ça veut dire que l'année suivante, on va avoir un rookie qui sera sans doute. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des saisons rookies où il y avait la course du Rookie of the Year jouée sur des rookies qui tournaient à 11-12 points. Ouais. Et il va falloir s'attendre aussi peut-être à ça l'année prochaine. Après, voilà, il y a d'autres noms dans la draft qui sont très intéressants. Mais Zach Rizaché, il n'aura pas les stats de Wemby, ça c'est sûr. En parlant d'autres noms qui sont dans la draft. Ouais, c'est ça, on peut passer sur le numéro 2 qui est annoncé, Alex Sarr. Donc Alex Sarr, il joue. Français aussi. C'est Français ça, aussi. toujours, on représente. Doublé français, c'est ça. Juste pour en parler, les gars, on peut faire un petit aparté sur ça. On a eu Wemby, on était complètement dingue. Koulibaly en D'abord ça. 7 aussi. Koulibaly en 7. Et là, les gars, on a Pour un l'instant, doublé. Pour l'instant, on a un Annoncé. doublé annoncé par ESPN et qui regarde depuis quand même quelques mois maintenant. Français, ça serait fou. hein. c'est une Ça serait- dinguerie. Bah, Il faut qu'on s'en rende compte, c'est une folie furieuse. Franchement, déjà, on n'a jamais eu, à part Wemby, on n'a jamais eu personne au-dessus de 7. Il y a eu Kylian Hayes et du coup Koulibaly. Avoir 1 et 2 la même année, ça serait dingue. Même si on l'a dit, QV Draft peut-être un peu moins importante, mais dans Oui, non, mais dans ça l'histoire, reste quand même- ça ça reste marque- quand même ça historique. marque. Et de faire le doublé des 2 années suivantes. Ouais, en plus. Ça place le basket français quand même sur une échelle dans le monde qui est quand même très haute. Et c'est très intéressant. Et on sait aussi, puis on l'a vu à cette ANGT où on a tourné qu'il y a de la suite. Quoi. Il y a des joueurs de générations futures qui pourront potentiellement top 5 pick aussi plus tard. Pour revenir, moi, sur Alex Sarr, Ouais, on peut revenir sur Alex Sarr. ce que j'ai noté, des statistiques plutôt intéressantes. 9,7 points, donc pratiquement 10 et 4,5 rebonds. C'est correct, surtout par rapport à son temps de jeu, parce qu'il joue seulement 17 minutes par match. 1,3 contre aussi, Ouais. c'est une grosse En stat. seulement 17 minutes. Il sortait du banc, il n'a pas eu un gros temps de jeu. Et donc, certes, regarder les statistiques sans les minutes, on peut se dire bah, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un prospect. Mais moi, au contraire, je pense qu'il a plutôt rempli son rôle. J'aurais aimé le voir même plus jouer. Ça peut peut-être être un argument en sa défaveur, le faible temps de jeu. Est-ce qu'il va être prêt, sachant que là, la saison est déjà finie. Maintenant, il a montré sa capacité, intérieur moderne, on rappelle, de mètre 13, capable de faire pas mal de choses sur un parquet. Je pense qu'il conviendrait pas mal aussi en numéro 2. Il a même déjà été annoncé 1 et Rizaché 2 en début de saison, je crois que c'était ça. Ça peut potentiellement switcher si Rizaché n'arrive pas à rehausser justement son niveau de jeu, je pense. Ouais, je confirme. Après, avec Alex Sarr, ce qui est pareil, c'est qu'il est un peu pas du même type, mais le profil ressemble un peu à Wembanyama. Ouais, C'est un très grand 5, très fin, très mobile. Et du coup, c'est vraiment le nouveau type de joueur que la NBA affectionne très particulièrement. Moi, je noterais quand même que défensivement, il n'y a pas de souci à se faire. C'est un très très bon joueur. C'est que juste, c'est un peu le même problème que Wemby avait annoncé. Je verrais bien prendre un peu plus de masse pour ne pas se faire exploser au contact. J'ai bien l'impression que il doit atteindre les 100 kilos quand même, mais c'est très 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 fin et surtout dans une ligue où j'ai l'impression que même dans la QV, on voit il y a des Zakidi, des Donovan Clegan qui sont des pivots très très massifs. J'aimerais bien voir comment ça se débrouille par rapport à ce type de profil. Mais en tout cas, lui, ce qui le démarque de ces deux pivots que j'ai nommés, c'est qu'il a vraiment une habilité à créer son propre shoot aussi. C'est quelque chose qu'il doit exploiter, il commence à mieux, enfin, du moins à s'améliorer dessus, mais c'est déjà un signe qui montre que vraiment il a un haut potentiel et que cette place de numéro 2, il ne la vole absolument pas. Pour revenir sur le temps de jeu, il a un rendement qui est exceptionnel pour le temps de jeu qu'il a. Et puis surtout que, en fait, quand on lui donne 24 minutes, Alex Sarr, il est performant. Enfin, tous les matchs où on lui a donné plus de 20 minutes de jeu, je crois que c'est à peu près plus de 18 d'évaluation, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui est un rendement qui est exceptionnel. En sortant du banc. En sortant du banc, il faut dire ici justement que par rapport à tous les prospects qu'on a pu voir passer en NBL, on a vu des Ryan Rupert, on a vu des Ousmane Dieng, on a vu des Hugo Besson. Bon, là, ils sont tous passés aux Breakers de New Zealand. Là, il est à Perth, qui est dans une équipe qui a joué les playoffs, dans une équipe qui a tenu tête. Jusqu'en demi-finale, je crois, ils sont allés. Ils sont allés en quart, ils sont sortis en quart, je crois. Ils sortent en quart, mais ils sortent face au vainqueur, en gagnant dans un match, dans une série super serrée. Donc il y a quand même. Ouais, ils avaient pris un match, je crois. Ils avaient gagné. Ils avaient pris le match 1, je crois. Ils prennent le match 1, ils perdent les deux suivants. Et moi, c'est la première saison que je regarde la NBL aussi, en toute honnêteté. Et en fait, le gars est impressionnant parce que défensivement, comme je rejoins ce que Julio a dit, il est totalement ready. Il a le sens du contre. Il peut jouer 4. Il peut jouer 4, clairement, il a une mobilité pour ça. Il doit jouer 4, je pense. Il doit jouer 4, je pense même, sur la NBA. Et après, offensivement, c'est un mec qui peut progresser. Il shoot à 3 points. À mi-distance, il a une création de tir qui est là, qui est présente. Il finit au cercle, il nous paye des tomards forcément. Et il a encore de quoi step up. Pour moi, c'est le joueur de cette draft, je pense,
qui a le plus de marge de progression au vu de son profil. Et ça fait partie de tous les intérieurs qu'on a vus modernes, comme Chet Holmgren, comme Victor Wembanyama, avec une taille un peu moindre, certes, mais qui sont capables de se déplacer. Oui, non, oui, non, c'est clair que c'est très grand, mais par rapport à Wemby, voilà, c'est et ça. Wemby et Chet Holmgren. Il lui rend 10 cm encore. Ouais, mais c'est bon, ça. non, ça peut être très intéressant à suivre, je pense. Ça, moi, sincèrement, si je dois être honnête, je pense qu'il va finir 1 pour moi. Moi aussi. Je Si, le vois bien numéro 1 moi de cette draft. Après, ça dépend encore une fois, ça dépend de l'équipe, mais pour moi, c'est C'est ça. Ça le plus dépendra gros des potentiel achets de aussi. cette draft NBA. Ça, il y a pas j'ai zéro doute sur ça. En tout cas, par exemple, Alex Sarr, par rapport à Zachary Zaché, même si on n'a pas à comparer les joueurs parce que c'est des profils totalement différents, lui peut devenir un leader de franchise. Ouais, Parce que- mais après, moi, je suis pas d'accord sur le fait que Rizaché ne puisse pas en devenir un. Juste, c'est pas parce que tu scores pas tant que ça que tu peux pas être un leader, tu vois. Moi, Non, ouais. Tu parlais leader offensivement ou tu parlais leader Moi, je tout leader court offensivement. Oui, parce que pour moi, Rizaché peut aussi en devenir un s'il continue à étoffer Ah, mais ses on en skills. connaît, oui, on en connaît des gars comme ça qui sont leaders de Ouais. franchise, mais moi je parlais de leader Ouais, offensivement. non, mais oui. Rizaché sera jamais un mec qui plante 30 points par match. moi, je pense pas. Ouais. Je rejoins Yannis sur ça. Alors que Alex Sarr, avec la progression, il peut tourner, on peut le voir faire un 27, 12. Ah oui, mais, non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je 12-3 disais, en leader, général. c'était pas forcément par Ouais, l'attaque. c'est ça. Mais sinon, offensivement, bien sûr. Ah oui, non, que- moi je parlais de leader offensif, autant Ouais. pour moi, on applique là-bas. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour. Est-ce que c'est bon pour Ouais, vous bah, C'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous nos deux Français qu'on attend très haut. Ensuite, si on suit la suite logique de cette mock draft, il y a en position 5 annoncé Nikola Topic. Donc Nikola Topic, joueur du Cercle Rouge de Belgrade. Étoile rouge. Étoile Ouais. rouge. Oula, Cercle rouge. excuse-moi, cercle Attendez, rouge, on va lui taper sur les doigts là. C'est Et les ça. fans du partisan derrière. Non, je m'excuse. Mais que pensez-vous de ce jeune joueur qui a eu une saison assez compliquée pour le début avec une blessure en plein milieu? Ouais, blessé depuis le 4 janvier, ce que j'ai noté. Moi, Il n'a pas joué de 2024, tout Ouais, simplement. c'est ça, Ouais. bah, au 4 janvier, mais pas depuis, quoi. Ouais. Donc ça fait très peu. Moi, pour être honnête, je l'ai découvert à la NGT l'année dernière. Il fait combien Il est Ça, 36 d'évaluation. Il fait beaucoup Il fait un d'évaluations. match à 65, non, Déval, je crois. Tu fais un match à 65 d'évaluation. Un truc de ouf. Avec un de fou. triple-double de J'avais jamais vu ça. Et il termine à 36 d'éval sur le tournoi, c'est ça. De Il a moyenne. 29 points de moyenne, je crois. C'est ça, et MVP, bon, il a tout raflé. Depuis, du coup, bah, il joue à l'Étoile Rouge, mais aussi à Méga, l'équipe avec les maillots Ouais, rouges. ouais. là, Parce en que première Méga division. Lix. je pense que, en termes de son parcours à l'Étoile Rouge, il a joué un match de championnat Il a fait de et deux l'Euroleague. matchs aussi. d'Euroleague. Deux matchs de Deux justement, matchs. les 2 matchs de janvier 2024, c'est Ouais. ça, c'était où il fait 10 minutes, je crois. 3,5 points, 3,5 Ouais, bah après, passes. forcément, il a peu Il de, est, voilà, de il n'a temps pas, de jeu. il a pas eu le temps de s'intégrer dans ce roster de l'Étoile Rouge au vu de la blessure, alors qu'il avait la place, qu'il avait les responsabilités, qu'il a Milos Teodosic en mentor, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir, quand tu as un meneur, d'avoir Milos Teodosic en tant que mentor. Et après, quand même, du côté de Méga, Voilà, c'est où il a ça, disputé du la côté de Méga, c'est des saison, stats impressionnantes. il y a Hein. des vraies stats en 18. Moi, j'ai noté 18 points, 7 passes, 4 rebonds. C'est costaud. Hein. 18 points, 7 passes, 4 rebonds, le mec a 18 ans, faut Première noter division, ça. c'est pas mal. On en a vu des prospects aller à Méga, on a vu des Nikola Jovic, Ouais. il y avait Malcolm Casalon qui est passé par le Méga, on a vu Adam Mokoka, il y en a plein qui ont été draftés en NBA après. Pas envie de dire de bêtises, mais je crois que Timothée Luau-Cabarro Timothée a passé Luau-Cabarro une est saison aussi allé au là-bas. Méga avant de se faire drafter. Gershon, non Oh là, Non, j'ai un non, doute, non. j'ai un petit doute là. Ah, bon. Non, moi je suis. Gershon absolument Poitiers, sûr. non Non. Non, c'est Rouen. Gershon. Gershon, Rouen, Rouen. pardon. Mais Rouen. est-ce qu'il serait pas passé par là après? Bon, peut-être pas. Non. Je dis peut-être une bêtise selon vous. Non, moi je ne crois pas. Mais il y en a plein, il y en a qui seront dans la liste plus tard. Donc c'est des stats très intéressantes, c'est la Ligue Adriatique. Et la Ouais. Ligue Adriatique, c'est un vrai niveau. Il faut se rendre compte justement, il joue contre des mecs des équipes d'Euroleague. Il y a Partizan, il y a l'Étoile Rouge, il y a des équipes qui jouent en Eurocoupe qui sont bien classées. Et surtout pour moi, c'est le premier joueur de la génération 2005 à avoir vraiment prouvé sur un terrain qu'il est capable de scorer. Il a un pourcentage à 3 points qui est encore un peu faible, mais s'il travaille sur ça, ça va être un joueur exceptionnel offensivement. C'est un très 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 bon passeur. 7 passes de moyenne, c'est excellent. Et puis quand tu regardes dans la qualité de jeu, la qualité des passes, la vista qu'il a, les espaces qu'il y a en NBA, pour moi ça, il n'y aura pas de souci. Et on le voit avec un joueur comme Vasilij Micic, maintenant qui est devenu titulaire aux Hornets. Charlotte, hein, exactement. Et qui a fait plusieurs matchs à plus de 8 passes décisives. Je pense que dans le profil, ça peut être exactement pareil. Et lui, ça peut devenir un vrai meneur de franchise. Un vrai meneur de franchise. Et par exemple, moi je suis désolé, et vous allez le voir ici, mais par exemple, un Topic Wembanyama, moi ça me fait kiffer. Hein. Sur le papier, ça me hype. Hein. Perso, voilà. Ouais, Mais en après, tout cas, enfin, ça manquerait un peu d'expérience quand même. Ils sont, Ah non, mais- ils sont jeunes. Mais dans l'idée, la connexion, ouais, c'est sûr dans que. l'idée, la connexion Topic. Ah oui, non, mais c'est sûr que Faut- Topic Wembanyama, c'est une connexion très jeune. Et puis voilà, après les Spurs vont avoir un choix dans le top 5, ça c'est sûr, mais Pourquoi pas? pourquoi pas, Ah bon, voilà, ouais. pourquoi pas. En tout cas, c'est un truc qui m'a hypeuré. Je vois bien Topic envoyer Wembanyama. Mais il a un vrai QI basket
qui peut apporter. Il fait partie de ces meneurs comme. Bon, c'est pas un profil très différent de Doncic, hein, mais il fait partie de cette génération de meneurs serbes, slovènes, tout ça, qui arrivent. Pays de l'Est en Qui sont Euroleague. très forts, très jeunes, qui arrivent en Euroleague aussi, qui ont cette expérience-là, et voilà, qui potentiellement peuvent apporter un NBA et qui ont une création qui est très différente des meneurs du parcours américain. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa blessure ou pas? Est-ce qu'il va rejouer avant la fin de saison? Ouais, non, bah alors normalement, je crois que les dernières infos, il devait revenir sur les prochains matchs. Ouais, moi aussi, je l'ai cru voir à l'entraînement, je pense sur Twitter, Ouais, je vais voir c'est passer ça. des vidéos où il s'entraînait, donc C'est peut-être qu'il ça. va rejouer, reprendre des minutes Zéro. et Zéro. qui sait avoir sa chance Bah, en Euroleague, continuer à… Il reste un match. Ah oui, c'est vrai. Il reste un match d'Euroleague. Ils n'ont pas en playoff. Et ils sont pas du tout en playoff, donc c'est chaud. Mais par Ah, contre, il y en aura championnat, peut-être avec les Ouais, Trois voilà, ça, il y a la fin de saison de championnat, il y aura les playoffs de Ligue Adriatique. Donc ouais, après voilà, c'est ça le problème. Le principal problème aujourd'hui pour Nikola Topic, moi je ne doute pas de son potentiel. Le problème c'est que le mec est blessé. Quand tu joues pas 2024 et que tu te présentes à la draft, Ouais, c'est ça, 6 mois c'est avant. chaud, c'est très chaud honnêtement. Ça peut aussi rebuter certaines franchises. Ah bah, qui, justement, et fort logiquement, mise beaucoup sur l'aspect physique et l'aspect Mais éviter il a les chuté, blessures. il a chuté, il fait partie des joueurs, il était attendu troisième, je reprends Ouais, très il longtemps. était attendu très haut. Troisième, il est même monté 2 je crois, si je dis pas de bêtises. Après, tu vois, s'il arrive à rejouer et justement à prouver que bon, ça peut arriver une blessure, une erreur de parcours. Wemby, il a déjà eu des fractures de fatigue, bon, pas trop avec les Mets, mais je crois que c'était quand il était à Lasvel. Après, c'était l'année d'avant, tu vois. Mais s'il arrive à reprendre du niveau, maintenant, je pense que ouais, si proche de la draft, ça va forcément jouer en sa défaveur. Pardon. Ouais, moi c'est vraiment un type de meneur qui peut être très intéressant. Comme tu l'as dit, il ressemble un peu à un Doncic, mais pas à la même envergure, enfin du moins, pas à les mêmes normes sportives de Doncic. Mais Ouais, quand même. il a un QI, Ouais, c'est pareil. il a un QI basket qui est assez impressionnant. Pour moi, il joue comme un vrai meneur. Du coup, comme tu l'as dit, son mentor c'est Milos Teodosic actuellement. Et il fait un peu penser avec un meneur qui essaie surtout de faire jouer l'équipe et pas penser à jouer pour lui en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'en NBA, il y a pas mal de meneurs, les meneurs scoreurs en fait, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez selfish d'une certaine manière. Et lui, j'ai l'impression qu'il serait capable de transmettre la balle et d'amener un vrai côté équipe à une équipe NBA, une belle franchise. Qui, comme quoi, comme tu l'as dit, les Spurs, ça irait très bien. Greg Popovich a besoin d'un meneur créateur et pour moi, c'est vraiment la destination pour laquelle il pourrait y aller. En termes physiques, pour moi, le joueur de lequel il se rapproche le plus à l'heure actuelle, je ne parle pas physiquement bien évidemment, c'est Tyrese Haliburton. Ouais, Pour moi, exactement. c'est le même passing game. En termes de scoring, Après, ça- passing game, c'est la Haliburton, référence. Haliburton a vraiment un passing game excellent quand même. exceptionnel, Tu oui, le mais compares à je- Topic directement. Je pense que Topic peut honnêtement, alors moi, Dans le potentiel, peut-être. C'est peut-être un unpopular opinion, mais pour moi, ouais, dans le potentiel, Topic peut avoir un passing game. Peut-être, mais en tout cas, de là à dire qu'à l'heure actuelle, ils ont le même. Ah non, ils n'ont pas le même à l'heure actuelle, mais dans, Ah dans oui. l'évolution, je parle Ouais. dans l'évolution dans la ligue. Dans le profil potentiellement, voilà. après devenir, ouais, pourquoi pas. Alors là, je te rejoins parce que. Parce qu'actuellement, Haliburton, c'est la référence du Ouais, passing. c'est ça, Mais franchement. je suis assez d'accord, ouais, c'est vraiment deux joueurs qui se ressemblent. Et puis, bon, Haliburton, c'est un peu en baisse actuellement, mais c'est à cause de sa blessure. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Haliburton, ça ressemble pas mal. Parfait, On passe à la suite. c'est ça. Si je me rappelle bien, on suit direct sur le 4e joueur. Et c'est bien Tidjane Salone, donc joueur de Cholet, attendu en 15 actuellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Déjà, je sais qu'on n'est pas d'accord avec Giulio. Ça, c'est un débat qu'on a depuis longtemps. Je sais pas ce que tu Avant pas ton avis. avant de vous envoyer dans le débat, juste faire un petit remake. Tidjane Salin, c'est le seul joueur qui fait la bascule parce qu'il est monté à la 5e place de la draft ESPN. 6, non 5 5-6. Très, je crois très, qu'il a très fait- haut. Je crois qu'il a fait 5 à un En moment. tout cas, il y avait 1, 2, 6. Moi, j'ai ça en tête. Bah, peut-être. Ah, bref, 5, il a fait 6. 3 Français dans le top 6. C'était exceptionnel. Et il bascule entre la 15e et la 6e place. Bon, c'est déjà un joueur qui a monté parce qu'il était attendu fin de premier tour, tout début de l'année. 8,6 points, 4,7 rebonds, 1,2 interceptions en 22 minutes en Betclic Elite avec Cholet, et plus de 10 points et 4 rebonds de moyenne en Basketball Champions League. C'est un joueur qui a un beau potentiel, nous on l'a vu, on a eu de la chance de le voir au Trophée du Futur. L'année dernière, ouais. à Blois, où il avait fini MVP, il avait dominé alors que c'était en 2005, il y avait encore des 2003. Et il avait fini MVP, on voyait déjà qu'il était au-dessus du lot. Moi, c'est vraiment, pour l'avoir vu jouer justement ce week-end-là, c'était un peu la référence que j'ai de lui. En tout cas, là, c'était avec sa catégorie, parce que là, forcément, en senior, c'est plus compliqué, mais c'est logique, plus compliqué, entre guillemets. Enfin, voilà, il domine moins, alors qu'avec des gars de son âge ou un peu plus vieux, c'était vraiment abusé la différence. Il était au-dessus du lot, dans l'intelligence de jeu. J'avais un peu de doute sur son shoot, où je trouvais qu'il pouvait encore progresser. J'ai regardé ses stats, 35% à 3 points, c'est pas si mal, même si forcément, il pourrait faire mieux. Comparé à un qui viendra après, un joueur d'Ulm, pour pas spoiler, On dirait. qui a des très faible pourcentage à 3 points, je trouve que c'est pas si mal, on va dire. 35% à 3 points, c'est bien. Le problème, il est là, c'est que 35% à 3 points, ça reste correct. Le problème, c'est 37% au tir. Ouais, voilà, Quand tu fais 2,05 m, que tu es un ailier, tu dois d'avoir une réussite. Alors après, Proche du c'est cercle des gars très jeunes, voilà, d'avoir une réussite près du cercle. On sait que c'est un mec très athlétique, Tidjane Salin, qui pète quelques tomards. Après, pour moi, Tidjane Salin est très bon, mais aujourd'hui, il est limité parce qu'il n'a pas de création de tir.
Vous le voyez à Cholet, il joue que sur du shoot arrêté C'est ça. ou sur du dunk. Donc on l'a pas vu créer réellement ses tirs. En tout cas, on le voit moins. On le voit plus en Basketball Champions League par contre. Mais je trouve que ouais, c'est un bon rebondeur. Il défend bien, très bien. Par contre, il défend très très bien. En termes dans les appuis, il a un profil d'ailier très grand. Pour le coup, lui, il est plus stock que les autres. Et ça fait longtemps qu'il est en professionnel aussi. Pas en contrat pro, mais qui s'entraîne avec le groupe professionnel. C'est sa première vraie saison cette année en pro. C'est sa première vraie saison cette année en Mais pro. ouais, non, moi je suis d'accord avec Mais toi. par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a au-dessus, des trois gars dont on a parlé, au-dessus, pour moi, il y a encore une classe d'écart en termes d'adaptation. Toi, je sais que Julio, toi, t'es un peu. Moi, j'ai hâte d'avoir ton avis. Un peu réticent. Ouais, un peu sur le réticent. bonhomme. C'est ça, un peu réticent sur le bonhomme. Alors, je ne doute absolument pas de ses qualités de joueur, car même déjà, comme tu l'as dit, en U18, c'était l'un des meilleurs joueurs, même en U21, il a prouvé que c'était vraiment une bête injouable dans ces catégories jeunes. Mais du moins en senior, moi je le vois pas aller forcément si haut, parce qu'en fait, il a un jeu, comme tu l'as dit, qui se retranscrit pas spécialement à de la NBA. En fait, la plupart de ses shoots, certes, il shoot à 35%, c'est des shoots ouverts. 35% à 3 points. Oui, c'est ça, Et à 3. 37 en tout. Oui. 37. Et c'est des shoots assez ouverts et en fait il a une mécanique de tir assez lente. J'ai l'impression que dans un rythme où la NBA est très 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 rapide, je le vois pas du tout en fait réussir à faire la bascule. Du coup effectivement ça va un peu me perturber de le voir en 15e, puisqu'en fait il est même annoncé deuxième poste 4 de cette Ouais. QV. Donc Et effectivement je le verrai pas aller aussi haut, surtout parce que en fait il a besoin de quelqu'un pour l'aider à créer et à prouver qu'il peut donner des points à une équipe. Et effectivement, ça me perturbe un peu. Ouais, après, moi je pense que Tidjane Salin est quand même capable. Enfin, il a besoin de quelqu'un, mais je pense qu'en tout cas en devenir, moi je le vois bien aller chercher. Enfin, en tout cas, au Trophée du Futur, moi j'ai été bluffé justement par cette capacité à se créer aussi en tout cas, physiquement, il était au-dessus du lot et donc ça le mettait au-dessus. Est-ce que ça sera le cas en NBA? Forcément non. C'est un championnat sport. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça la grande différence. C'est Mais pas, c'est pas les mecs qui ont en NBA, c'est Ouais. pas les gars. Il va falloir rentrer. La NBA, c'est un step au-dessus physiquement. Mais Tidjane Salin, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, je pense que par rapport à Zachary Zaché. Parce que justement, ils ont été beaucoup comparés. Ils ont été beaucoup comparés. Zachary Zaché est dans les circuits professionnels depuis plus longtemps. Ouais. Donc forcément, qu'il peut être placé plus haut en termes d'expérience. Tidjane Salin, c'est un peu le petit poussé. Mais c'est le gars qui peut surprendre. Ça peut être un style de la draft. Mais par contre, contrairement aux autres de duo, par contre, lui, il faut qu'il tombe dans la bonne franchise. Parce que ça joue sur ça. Et Ouais, mais tu vois, par exemple, je trouve que la comparaison avec les Hachés, elle est toute trouvée. Évidemment, cette saison, les deux duels Bourg-Cholet, c'était Ouais. les duels. D'ailleurs, ça a pas mal déçu que ce soit Rizaché ou Salin. C'était pas des gros games à ce moment-là, mais je trouve que c'est le même profil, évidemment, que Rizaché est plus en avance. Mais moi, s'il arrive à récupérer un peu cet aspect-là de Rizaché, même s'il est un bon défenseur, pas autant que Rizaché selon moi, Salin, et continuer à développer son jeu offensif. À l'heure actuelle, c'est pas le même niveau, mais moi je vois vraiment un très fort potentiel en Salin. Désolé Julio. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je le vois bien aller haut. Et après, ça dépend aussi parce que comment est-ce qu'il va s'adapter au jeu NBA. Il a fait des camps, je crois que les outboarders ou des choses comme ça, il avait fini MVP. En tout cas, chez les jeunes prospects où il avait fini dans le 5 majeur, enfin, il a eu des distinctions. il a fini MVP du Wizard Border. Donc, c'est quand même aussi qu'avec les gars de sa génération, toujours par contre, il est capable aussi d'être parmi les meilleurs, même au niveau international. Moi, ça me déplairait absolument pas qu'il soit Non, aussi non. bon que tu l'imagines. Mais Oui, non, c'est juste ta perception, c'est C'est pas ça. ce que tu as envie, évidemment. On souhaite le meilleur à nos Français quand c'est même. ça, quand même, un peu de patriotisme. C'est ça. Mais oui, effectivement. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression qu'il est un peu couvé aussi par la Ligue française. C'était un peu le bijou caché à Cholet. Je suis pas d'accord avec toi pour le Mais- coup parce que il sort, c'est pas tant que ça qu'on parle de lui quand même. Oui, Ah c'est ouais, vrai, en mais termes non, de mais- médiatisation. Du moins, ce que je cherche à dire, c'est que j'ai l'impression qu'il est sorti d'un peu de nulle part d'une certaine manière et que au début il y a eu beaucoup d'excitation autour de ce joueur et tout ça. Et en fait, C'est j'ai un l'impression- gars qu'on suit depuis 10 ans. Quoi. oui, c'est ça. Ouais. Mais qu'en fait, on est vite retourné. En fait, que c'est un bon joueur de basket. Moi, je reviendrai pas sur la même chose, mais je le verrai pas aller aussi haut. À l'inverse de Rizaché, qui lui, ça fait bien plus longtemps qu'on le connaît, formé à l'Asvel, très bon joueur. C'est vraiment pour moi deux joueurs. Il y a un monde un peu différent. Et je mettrais Rizaché vraiment dessus. Après, il y a un truc que Alex Sarr a et que les autres prospects n'ont pas et qui est excellent, qui est très important dans le monde professionnel. C'est Alexa non, que Tidjane Salin a, pardonnez-moi, et que les autres n'ont pas. C'est qu'aujourd'hui, il a la rage de vaincre. Ouais. On a cette image de. Quand il C'est le dunk. mec qui interceptionne, qui va péter le tomard, qui réagit comme un zinzin. C'est un mec qui encourage les coéquipiers, c'est un vrai leader vocal, enfin leader vocal au sens des réactions qu'il a sur le terrain. Il apporte cette énergie-là.
Et on sait qu'aux États-Unis, c'est un peu plus mesuré. On sait qu'il y a des mecs qui jouent beaucoup pour leur gueule. On a besoin d'un mec aussi comme ça dans un roster qui apporte cette position. Ouais, après, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il réussira pas en NBA, mais en tout cas, moi, je le vois devenir au pire un bon joueur en Euroleague. Ah oui, non, c'est clair que C'est pas l'objectif, c'est un mec qui est drafté 15e, il est censé réussir. Je sais bien, mais si là, de ce qu'on parle, que peut-être pas trop en adéquation avec l'état d'esprit NBA, même si ça évolue, et évidemment que lui, c'est pas ce qu'il vise. Mais moi, je pense qu'en tout cas, il a un profil qui pourrait correspondre et attention, à surveiller. Pour moi, Salah à surveiller. Et juste avant de passer sur le prospect suivant, à noter, je vais parler Rizaché 2 fois joueur du mois, jeune du mois en BTK Elite, pareil du coup pour Salah. Donc c'est quand même à souligner, c'est qu'il tient tête à Rizaché en tout cas pour l'instant. Alors, moi je vais pas remettre en cause ce classement de joueur du mois de la NBA officielle, du jeune du mois pardon, de la NBA officielle. Mais voilà, les critères de sélection, moi je les ai pas trop compris. Je sais pas sur quoi ça se base trop tellement. Mais c'est sûr que c'est deux récompenses qui viennent s'ajouter aussi et qui viennent valoriser le prospect. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec. On enchaîne, je crois que c'est le prochain, c'est en position 24. On peut annoncer Yann Nunez. Donc, Juan Nunez. Gros joueur. La Forza Española. Vraiment le Speedy Gonzalez, mais très intelligent de Ulm. À noter, vrai joueur qui m'avait pas mal impressionné dans les catégories jeunes avec l'Espagne. Les gars, je vous laisse en débattre. J'ai noté exactement ça. Il nous a fait tellement mal à la France en sélection jeune. Moi, j'ai souvenir de voir France-Espagne et de voir Juan Nunez bouffer nos Français, malheureusement, quoi. Mais avec sa capacité de passe que je trouve vraiment excellente. Ouais. Il nous a tués, en tout cas en jeune, de ce que je connais, parce qu'après, je n'ai pas vu jouer à Ulm, moi, cette saison. On parle de l'Espagne en jeune, il a joué avec l'Espagne en A aussi. Oui, aussi. Il a ses sélections. Il est dans le groupe à la Coupe du Monde. Il a remplacé Ricky Rubio un peu à la dernière minute, mais il est dans le groupe. Ricky Rubio. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'il était titulaire. J'ai pas spécialement regardé les matchs de l'Espagne. Pour moi, il était plutôt troisième meneur, justement. Mais ah ouais, vous êtes sûr? Parce que j'ai un moment, moi j'ai le souvenir de l'Espagne à la Coupe du Monde où je le vois starter. Ah, c'est très possible. Peut-être que je me dis une bêtise, mais en tout cas, je le vois avec des responsabilités à la Coupe du Monde. À vérifier, en tout cas, il a été dans le groupe, déjà, rien que ça. Ça veut quand même dire quelque chose c'est exceptionnel, un mec qui n'est pas drafté, qui est dans le groupe. Enfin, qui n'est pas drafté, qui est aussi jeune. Après, lui, c'est une génération 2004. 2004, exactement. Ouais, par rapport à tous les prospects dont on a parlé précédemment, c'était 2005, les 4. Là, on arrive dans les 2004, donc forcément, en termes de marge de progression, il est plus loin dans la draft parce que le potentiel a déjà été un peu révélé. Il est 24e, 10 points, 5 passes, 3 rebonds, une interception de moyenne en Eurocoupe, en BBL, pardon. Ce qui est pas mal, 14 dévals de moyenne en Eurocoupe, ce qui est excellent. C'est pas mal, il a fait des bonnes perfs. Et tout à l'heure, je parlais de l'adresse à 3 points. Moi, c'est lui que je visais, c'est 26% à 3 points. Ouais, non, il manque l'adresse. En fait, il est très responsabilisé à Ulm, au contraire d'autres prospects, on en parlera après. Il est très, très responsabilisé à Ulm. Il a ce leadership vraiment à la main. Il se gère parfaitement à la baguette. Le problème, c'est qu'il manque de création. Il tourne à 10 points de moyenne. C'est un joueur qui est capable de scorer énormément. Mais voilà, il manque cette saison. Il n'est pas en réussite. C'est ce qui fait qu'il n'est pas plus haut pour moi. Voilà. Parce que s'il avait un TEJ, ce qui lui manque, il peut monter. C'est un très bon passeur, mais il n'a pas le passing game de Topic. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça qu'il est un peu plus haut aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu plus haut aussi. Après, c'est un mec calagnac. C'est un joueur espagnol. Par contre, honnêtement, je vais le dire moi aussi, pour moi, c'est un joueur espagnol qui n'a pas du tout de profil NBA. Oui, non, absolument. Contrairement à Topic qui peut. Je ne vois pas. C'est un peu comme les Yul, comme les Rodriguez, comme les Fernandez. Il rejoint toute cette ligne-là du basket espagnol. Un descendant de Yul Rodriguez. Je ne vois pas du tout s'inclure dans un roster NBA, hormis en seconde unit. Les États-Unis, je ne vais pas dire détestent ce genre de profil, mais c'est pas ceux qui préfèrent. Voilà, c'est pas ceux qui préfèrent, alors que nous, ils nous régalent. Juan Nunez peut-être une draft pour ensuite revenir. Et on sait qu'il était voilà, de la Real, au Real. Et il y en a plein de meneurs comme ça qui sont passés par les championnats un peu inférieurs, qui ont été draftés. Je pense à Matteo Spagnolo récemment. Ouais, très bon. Qui est revenu en Europe. On peut parler d'un Kylian Hayes qui va revenir. Il n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore revenu, mais il est sans contrat depuis un petit bout de temps. Il est à la maison. Voilà, c'est ça. Nunez formé à Madrid, ça peut aussi être dans 50 sa tête. Si un jour il a une offre du Real. Mais pour moi, ça peut devenir un top joueur d'Euroleague. Alors ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'au vu de la génération espagnole vieillissante, ça peut être le futur. C'est le futur meneur de la sélection espagnole. Après, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il jouera en NBA? Je me questionne. Mais s'il tombe dans une franchise qui a la considération, qui comprend son profil, honnêtement, et qui sait qu'il faut aussi lui donner des minutes, parce qu'il a besoin de minutes pour être bon, je pense que ça peut le faire. C'est clair, surtout, moi j'aime bien une vraie patte gauche, parce que du coup, c'est un joueur qui est très. En fait, c'est vraiment le type de joueur qui me plaît, parce que
beaucoup de basket en fait. On a l'impression qu'il respecte les principes de base et que c'est vraiment un joueur. Enfin, c'est beau à voir jouer, vraiment. Il est très smooth. Comme Matisse, j'étais vraiment choqué de sa performance contre l'équipe de France avec les jeunes. Ouais. C'était vraiment impressionnant, du moins. C'était limite ce seul match m'avait suffi pour vraiment apprécier ce joueur. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec Yanis. C'est vraiment le type de joueur qui ne plaît pas spécialement à la NBA. Ouais, justement, comme tu le décris, vraiment ce que tu dis, le fait que c'est un gars smooth et tout, mais dans le basket pur, Ouais. ça correspond au basket européen et pas américain. Ouais, mais Moi- même Real, Voilà. il peut très bien y aller, mais effectivement, même d'un club grec, en fait, tout club de Euroleague rêve Ouais, d'avoir voilà, un ça. meneur comme ça pour les futures années, quoi. Moi, je kiffe son profil. Honnêtement, si offensivement il progresse, tu l'as dit dans les pourcentages, s'il progresse, il peut devenir un meneur comme on en a vu, comme des Soukas, comme des mecs, des killers comme ça. C'est un mec qui a de la vista, c'est un mec qui se donne à 100% sur le terrain, qui respecte exactement le basket. Et c'est vraiment cette notion de respecter le basket, ça représente parfaitement ce joueur-là pour moi. Et voilà, le problème c'est qu'il reste encore petit, il n'a pas d'énormes qualités athlétiques. C'est pas un passeur extraordinaire non plus, en tout cas en NBA pour se démarquer sur ça. C'est un bon scoreur, mais s'il fait la saison en termes d'adresse comme il fait là en NBA, c'est pareil, ça va être, et les portes elles se referment très vite pour des joueurs comme ça qui sont draftés un peu au milieu de table, au milieu de premier tour. Après voilà, moi je pense que c'est vraiment le type de meneur. Après il aura un contrat garanti en NBA, c'est un truc. S'il est drafté au premier tour, il restera, je pense, faire sa saison NBA. Si par contre il arrive au second tour, en fin de second tour, je pense que l'année prochaine on le revoit en Europe. Mais bon voilà, en tout cas en termes de nous qui sommes fans de basket européen, on se régale de ce profil. Hein. Là, moi je suis pas en train de le critiquer en quoi que ce soit. Hein. Je dis juste que pour moi il n'a pas du tout le profil NBA. Au contraire, c'est pas forcément une critique. Hein. Voilà, ça c'est dépend ça. juste Et du puis style la du place de joueur. l'Euroleague, ouais, c'est Un bon meneur d'Euroleague, c'est Ouais, pas du tout une c'est ça. insulte, c'est vraiment. c'est ça. Au Et contraire. il a un profil en termes de taille pas très grand, mais un profil à la deux colos. Ouais. Deux colos peut-être avec des passes un peu moins extraordinaires, mais en termes de stats, sur la ligne de stats, il a un profil très semblable à deux colos. Ouais, vraiment. On Voilà. peut passer au prochain si Voilà. je me rappelle bien. 39e position, Monsieur Melvin Agença, qui joue actuellement à Saint-Quentin. On peut presque chanter la Marseillaise, c'est le 4e français. Vraiment. Ah, on les a priorisés, hein, effectivement. Ouais. mais- Mais effectivement, Melvin ouais, Agença, très bon joueur, très bon joueur. 9,2 points, 3,2 rebonds en Belgique Elite avec Saint-Quentin. Faut rappeler quand même que on n'est pas sur un Saint-Quentin qui joue le maintien, on est sur un Saint-Quentin qui joue les playoffs, donc c'est un roster important. Il a une place dans une équipe qui gagne des matchs. À l'heure actuelle, il est blessé. C'est un peu dommage parce que c'est comme Topic, ça vient Au un pire peu. moment. Au Ça pire vient un moment peu, de la voilà, c'est au saison. pire moment, ça vient un peu gâcher le truc. Surtout que lui, il était en train de monter pareil dans les mock drafts. Après, lui, au contraire de tous les collègues qu'on a pu voir précédemment, ça reste un très bon défenseur sur l'homme. Et lui, c'est un scoreur pur. C'est un bon rebondeur. C'est pas un passeur du tout. C'est pas un passeur du tout. Mais c'est un scoreur exceptionnel à 3 points. Il a une adresse. C'était à la Coupe du Monde Ouais, du il 19. nous a bien porté avec les 19. Oh là là, hein. c'était à la Coupe du Monde 19. Meilleur c'est score, je crois. hein, meilleur de- score d'équipe de France. Oh, Capitaine. il y avait Zachary Perrin, peut-être, mais. Ah ouais, peut-être avec Zachary Mais Perrin, mais dans, enfin, dans le top 2 des meilleurs exceptionnel scores. contre la Team USA. Exceptionnel contre les mecs de sa génération avec la Team USA. Et puis quand même, il sort de l'INSEP. Faut Il aussi sort- le il dire. sort de C'est l'INSEP, voilà, c'est c'est- une formation évidemment reconnue, donc ça joue pour expliquer la qualité du bonhomme. C'est un joueur de la génération 2004. Il a connu une saison de NM1, il a connu une saison de Pro B, 2 saisons de N1, je crois. 3, j'ai vu 3 ans à l'INSEP, alors peut-être qu'il a fait une année en U18, mais. Ouais, il fait bon. en 18, il fait 2 années en N1. Il a fait une saison en Pro B l'année dernière. Il a Oui, une il fait saison en une bonne Belgique saison au Pro B, il fait une très bonne s'impose à Saint-Quentin et il reste pour jouer en Belgique Elite. en Belgique Elite et il joue top 8 à l'heure actuelle. Donc c'est un bon profil. En espérant qu'il puisse revenir pour les playoffs, je n'ai Voilà. pas non plus la durée de sa blessure en tête, mais j'espère qu'il sera disponible parce qu'à l'heure actuelle, Saint-Quentin, comme on l'a Oui, dit, non, promu, c'est possible. qui est hein. bien parti pour faire les playoffs. Pour être sympa aussi de le voir 6ème, ça joue le 3ème, ça pourrait être sympa de le voir contre Bourg, Paris, Lasvel. Une belle confrontation directe potentiellement. Ouais, puis vas-y, joue. Ouais, non, moi je suis très, très d'accord avec vous, les gars. C'est vraiment un joueur qui me plaît, gros shooter. Vraiment un bon meneur, un bon leader, je veux dire. Enfin, pas meneur, je veux dire leader capitaine, comme on a pu voir avec les jeunes. Ouais, C'est vocal- vraiment. Ouais, vocalement, c'est ça, ouais. Un joueur qui, je pense, pour moi, va s'imposer à l'inverse de. Enfin, pas à l'inverse, mais contrairement à un Tijan Saloon, où lequel j'ai un peu plus de mal, à l'agence ça, pour moi, il n'y a vraiment pas spécialement de doute. Moi, c'est l'inverse un peu. Mais même, en fait, position 39, je trouve ça. S'il n'était pas blessé, il serait monté plus haut, c'est sûr. Ouais, Je l'aurais vu attraper un premier tour, mais du coup, c'est Ouais, vraiment un joueur qui mais il me a été plaît. annoncé il y a un moment dans certaines mock drafts où il était au premier tour. C'est un profil qui est aussi très athlétique, hein, on peut parler de ça. hein. C'est un mec qui pète des tomards, c'est un mec qui a. Physique aussi, Qui est capable, très physique, ouais, c'est capable ça. de jouer un peu. à l'intérieur. En termes de masse musculaire, Ouais, c'est ça. c'est sans doute le meilleur parmi ceux qu'on a parlé pour Après, l'instant. il est pas très très grand, peut-être que ça peut. Ouais, c'est ça. Oui, ça mais peut jouer après c'est contre dans un lui. poste 2, c'est dans un poste 2. Ouais, mais en Ouais. NBA, les postes 2, ils sont pas si petits que ça. Hein. Faut Ouais, 2 mètres, ouais, on non, va mais dire. dans une idéale de poste 2, Ouais. poste 2, il fait un 96, hein, 80. Ouais, non, mais il est pas petit, évidemment. Mais je veux dire,
c'est peut-être un petit peu ce qui lui manque pour devenir encore. Enfin, Mais je trouve en tout cas choisira que pas à sa taille, mais dans la mentalité, c'est un joueur qui a cette mentalité, qui a cette confiance en lui et qui sait mettre les tirs au bon moment. C'est un vrai joueur clutch. Et honnêtement, après, voilà, pareil, il fait partie des profils qui sont blessés à l'heure actuelle. On ne sait pas comment il va revenir. Le fait qu'il s'éloigne un peu plus de la mock draft, ça fait aussi est-ce qu'il va rester en NBA parce qu'il n'aura pas de contrat garanti, c'est le second tour. Ça pose plein de questions. Mais en tout cas, en termes de prospect, pour parler en tout cas en tant que Français, en termes de prospect, je pense qu'au vu de la progression qui peut suivre, ça va être un joueur, un acteur majeur français dans l'avenir, quoi. Que ça soit en championnat de France, que ça soit en NBA ou que ça soit en Euroleague, quoi. cousin d'Alexis Agença quand même aussi. Cousin d'Alexis Agença. Qui a joué en équipe de France, Qui a joué aux Pelicans. Qui a joué aux Pelicans aux côtés d'Anthony Davis, qui nous a bien régalé, Alexis Agença, qui est champion d'Europe. Avec sa longue taille. Là. Et qui, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui aussi s'est reconverti et bosse pour la marque Dear Basketball. Si je dis pas de conneries, c'est lui qui est en tête de ça. J'ai dit peut-être une énorme bêtise, mais je crois que c'est ça. Je te laisse avec ta bêtise si tu penses. Voilà, en tout cas, Dear Basketball, n'hésitez pas, on est ouvert en collab. Non, mais voilà, Melvin Agença, en tout cas, moi je le retiens bien. Pour moi, il a 39e, il a sa place. Ouais, je sais pas. Bah après, c'est surtout qu'il y a pas mal de 3 dans cette cuvée. C'est vrai, 3-2, je veux dire. Du coup, je pense Faut pas négliger les mecs qu'il y a devant. C'est tout. Après, je pense qu'on peut passer au prochain qui suit. Et il me semble que c'est le dernier de ces qu'on a décidé un peu de traiter. Après, il y en a quelques autres, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus loin. Très rapidement, mais c'est ça. Sans s'élargir sur le poste. Mais le dernier, c'est Pacom Dadier qui joue actuellement à Ulm avec Yann Nunez et Noé Sengue. Mais Noé Sengue est encore un peu trop jeune. Mais pour moi, Pacom Dadier, très bon joueur. Après, je vous laisse en débattre. J'ai noté, peut être un des styles de cette draft. Merci. Attends, je te serre la main sur ça. Merci. Les amis, Pacom Dadier, pour moi, est le joueur. J'ai peut-être une populaire opinion de moi, de ce que j'ai vu. Alors, pour le coup, je l'ai énormément vu jouer. Je sais pas pourquoi ça a tombé sur deux hasards. Je l'ai énormément vu jouer en Eurocoupe. À chaque fois où il a joué, Eurocoupe, BBL, c'est le mec qui, pour moi, est beaucoup trop bas. Bon, il tourne à 6,2 points, 2,4 rebonds en 14 minutes. 14 minutes. Il joue 14 minutes. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi le coach de Ulm ne le fait pas jouer. Je ne comprends pas. C'est un mec, à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Il apporte athlétiquement. Il a un profil, il monte au cercle. C'est impressionnant. Il fait des stats de ouf. J'ai souvenir des matchs où il joue 5 minutes, il fait 10 dévals. Ouais, 10 dévals. c'est ça. Il fait des trucs. Il a un ratio, c'est un des joueurs qui a le plus de ratio évaluation par rapport à minutes. En termes d'efficacité, c'est ça. très Il fort. shoot à 3 points. C'est un mec qui a du catch and shoot qui est très bon. Il a pas, bon, c'est pas un très grand driver, mais par contre, ça peut être un role player de ouf en NBA. Il a un profil athlétique parfait pour compléter une équipe. 50% de moyenne au tir. C'est pas mal. 50% de moyenne au tir. C'est le profil qui plaît en NBA pour moi. C'est le profil qui plaît en NBA parfaitement, contrairement à des joueurs qu'on a parlé précédemment. C'est le profil qui plaît parfaitement. En Eurocoupe, il a montré quelques belles perfs. Et quand on lui donne du temps de jeu, c'est pareil, lui, il score. Le dernier match de BBL, le week-end dernier, là, où c'était mardi dans la semaine, il a mis 15 points. Ouais. Il a mis 15 points, il a joué 17 minutes. C'est ça. Ultra efficace. Ultra Et c'est efficace. pour le coup, c'est ce qu'on demande dans NBA et c'est ce qu'on aime bien aussi. C'est C'est ça, il rentre et il est bon. d'être Et bon quand on lui donne sa chance. on a besoin d'un joueur ready comme ça. Et puis il joue à Ulm, qui est une équipe qui a double tableau Eurocoupe BBL. On n'en a pas parlé pour Juan Nunez, mais c'est pas, et tous les autres prospects qui jouent l'Europe. Mais donc ça fait qu'il y a aussi beaucoup de matchs. Ils ont quand même eu Kylian Hayes. Voilà, après, physiquement. Malgré ce que c'est devenu, c'est quand même aussi une équipe qui est connue pour avoir eu des bons joueurs qui ont fini assez haut au NBA. Donc pourquoi pas. Après, pas comme tu as dit, il est 41 parce qu'il a des stats qui sont à 6 points de moyenne. Voilà, c'est ça. Mais Et justement, c'est pas parce qu'il est pris bas qu'il n'a pas un avenir dans cette ligue pour moi. oui, non, pour moi, il a un avenir dans cette ligue, mais la position aujourd'hui. Après, il y a les playoffs de BBL qui vont arriver, ça va être très intéressant parce que justement, c'est un autre truc à Ulm en termes de roster. Parce que il y a des joueurs qui jouent plus en playoff que d'autres en saison régulière et c'est très variable, donc j'ai hâte de voir s'il va avoir son temps de jeu en playoff. Mais c'est un mec, pour moi, pas comme Dadier, il faut lui donner un contrat garanti, quoi. Pour moi, il est à très gros potentiel. Il va devoir aller prouver avec la G-League ou du moins avec une équipe affiliée, mais effectivement, c'est un joueur qui plaît et qui, je pense, va plaire à la NBA. Et puis, je précise, 2,4 rebonds en 14 minutes, c'est très bon pour un ailier. Hein. Ça reste excellent. Et c'est un très bon défenseur. C'est un mec qui est un peu naïf au contre, mais qui est très bon sur l'homme, comme tous les Européens. Globalement, voilà. Et dédicace à Gilbert Arenas qui pense que l'Europe est pourrie. Lui, il a un podcast assez controversé. Ouais, non, J'ai vu, il avait invité une ancienne joueuse de WNBA qui disait que Kathleen Clark était nulle, mais bon. Il a lâché la dernière dinguerie récente, c'est qu'il a lâché Nikola Jokic, et le pire MVP de l'histoire de l'NBA. Serait le pire MVP s'il y était cette année. Ouais.
Mais il a aussi cette dit que saison, ses MVP, que c'était pas mérité. Mais bon, C'est un autre débat. on va pas lui donner notre visibilité. Enfin, bref, voilà, c'est ça. Non, mais effectivement. Open mic, better Gilbert Arenas, quoi. Mais du coup, on va pouvoir. Du coup, je pense que c'est bon, on a un peu fait le tour des gros joueurs du moins attendus européens. Est-ce qu'on mentionnerait pas quand même les mecs avant de passer au Oui, oui, clairement, on peut. Parce que là, clairement. on a tourné pas mal de temps, c'est vrai que. On a Adam Abal, moi, je pense, quand même. Adam Abal qui est pas dans la mock draft dans le top 100 pour l'instant. Non, mais qui s'est déclaré à la draft officiellement hier. Ouais, et qui peut se retirer jusqu'au 27 mai. On a en termes français, on a Maxime Maxime Reynaud. Reynaud, Stanford. 98e. 98e, c'est ça. Ah, ouais. Non, 97e. Kamardine, 98e. Traoré, Armel Traoré, qui en sort en interview dans pas longtemps, 80e. Noah Pendak, bon, qui n'est pas encore dans les mock drafts, qui s'est déclaré aussi. Qui s'est déclaré, qui je pense va se retirer, Noah Penda, Ouais. en toute honnêteté. Mais c'est des petits joueurs français qui montent le bout de leur nez. Hein. C'est des petits joueurs français qui montent le bout de leur nez. Attends, je crois. Zachary Perrin, 75. Et après, on les a tous fait. Des Et mecs après- de Pro B comme ça, moi que j'ai la chance de les voir, Ouais, toi, d'avoir tu les- évolué tu- cette année. Tu les commentes, Mathis. Zachary les commente. Perrin, j'ai vu, Penda et Kamardine. Bah, après, moi, là, pour le coup, je base sur un match parce que j'ai commenté contre Oui. Lille. Donc, mais Penda, le match qu'il nous fait à Lille, il fait 28 déval en Pro B. C'est un joueur très complet. Ultra complet. C'est exactement ce qui définit. Non, mais 15 pour moi, points, 5 rebonds, 5 passes. Noah Penda, pour moi, Noah Penda. Non, pas forcément pour cette année, mais je veux dire. Noah Penda, c'est en bas Attention. élite l'année prochaine pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour continuer son développement. Voilà, c'est ça. Je suis Et d'accord après, avec toi. après si on regarde la suite, je me rappelle, je vais le faire de tête. On a Mantas en termes d'autres Européens. On a Mantas Rupstavicius qui joue en Australie, aux Breakers, qui est un 2002, lui, donc qui est beaucoup plus vieux, qui tourne, qui est un meneur de très grande taille de 2 mètres, qui est attendu 57e. Donc encore, les places, c'est jusqu'à 58. Et qui est attendu 51e, pardonnez-moi. 57e, on a Ariel Hukporti, qui joue pareil en Australie, qui a signé en BBL à Ludwigsburg pour la fin de saison, qui est lui un jeune qui est très gros potentiel allemand, un pivot qui est attendu dans un profil très athlétique depuis très longtemps dans les circuits NBA, qui est encore loin dans les mock drafts. Et après, on en a plein. On a les deux mecs du Soccerbet, Djuricic et Jelavic. Djuricic qui a pris la main avec la sortie de Topic, le départ de Nikola Topic, et qui prend ses responsabilités, qui est pareil en 2005 qui est vraiment capable d'apporter. Jelavic qui est vraiment un pivot très intéressant, pareil, Omega Soccerbet. Et après, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a. De souvenirs, j'ai pas d'autres. Après, en nationalité, enfin, du moins en nationalité européenne, on a aussi Izan Almansa, mais Izan effectivement, Almansa, exactement. on l'a pas décidé de pas trop le traiter parce qu'il joue avec la G-League et Ignite, et puis on regarde pas. Enfin, moi, je regarde pas du tout Ouais, le moi non plus. moi non plus. Et Pas puis, assez, de ce que ouais, je non, suis au c'est- courant, il gagne pas un match cette année, c'est très Si, ridicule. si, c'est bon, j'en ai qui viennent. Il y a Yannick Krag Ouais. de Badalone, on en a parlé. Il y a Baba Miller qui joue dans les circuits NCAA. À Florida State, ouais. Exactement. Et après, je crois qu'on a fait. Après, il y en avait un autre. Adaimara, il s'est pas déclaré encore. Non, Adaimara, c'est pas déclaré à UCLA, mais il faut voir ce qu'il fait. Ça m'étonnerait pas qu'il prenne le transfert portal, mais bon, après, voilà, je vais pas m'avancer. Enfin bref. Mais en tout cas, ce qu'on peut conseiller, c'est que parce que nous, on a la connaissance des joueurs qui jouent en Europe, parce qu'on regarde ça. Mais il y a des très bons podcasts et je fais une dédicace aux amis de Symbiose. Ouais. Je sais qu'ils suivent pas mal Open Mic et Open Gym globalement, qui font des podcasts réguliers tous les jours sur tous les profils de joueurs de la draft en NCAA, qui médiatisent tous les matchs de NCAA. Donc si vous voulez vous renseigner sur ça, allez vous régaler. Ils ont des comptes très sympas. Et voilà, grosse dédicace à eux. Puis aussi, ça pourrait être intéressant de connaître vos avis sur ce qu'on a dit, Ouais, parce que carrément. évidemment, c'est nos opinions, propres Et puis- à chacun, savoir vous ce que vous en pensez. Voilà, voir les places aussi où vous Ouais, mettez et les joueurs. puis voilà, c'est ça, on tourne le 6 avril, c'est pas fixé dans le temps, hein, parce qu'avec la fin de saison, ça va potentiellement évoluer, mais ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez aussi. On va donc pouvoir passer à cette partie qui va suivre. Donc, effectivement, le quiz. Ouais, le quiz, pardon, excusez-moi. Le quiz. Le quiz. Non, mais le quiz, du coup, comme habituellement, à chaque partie, on va faire un petit quiz. Donc là, ça va être dirigé par Mathis et je crois bien Je que ça te va fais là. traiter des positions des joueurs de la. Draft NBA. Tu C'est ça. nous présentes tout ça, Mathis? Let's go, vous êtes prêts les gars pour ce premier quiz? On Donc peut faire un petit ouais, rappel des scores, les amis. Ultra domination d'Yanis. pour Voilà. l'instant, 3 victoires, 1 victoire et aucune pour Giulio. Peut-être la première Mais sur Giulio, celle-là. c'est ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai peut-être 3 victoires, mais Giulio part avec un avantage considérable, un avantage. En tout cas, avec une tête de favori. Voilà. Bon, j'aime bien les prospects, mais bon, là, je suis fatigué d'hier. Hein. On va voir ce que ça donne. Et du coup, ouais, pour revenir sur ce que Yanis disait, le thème de mon quiz, c'est bien évidemment ce dont on a parlé juste avant, joueurs européens et draft NBA. Et donc pour ma première question, je voudrais savoir combien de joueurs joueurs européens ont fini premier à la draft NBA. Je veux le nombre d'Européens qui ont fini premier et je veux les noms de famille, enfin les noms des joueurs. Si vous avez
Le bon nombre, ça fait 1 point. Si vous avez les bons noms de famille et les bons nombres, ça fait 2 points. D'Européens, t'as dit d'Européens? Ouais, j'ai dit combien de joueurs européens ont fini premier de la draft Ah, de mais- l'histoire de la draft. Peut-être moi j'ai. Putain, c'est chaud. J'en Hein. ai un, mais il s'est. Ouais, là. Faites comme vous le pensez. Oh bah, c'est pas trop une exclu, hein, Wendy, je pense que si vous l'avez pas les gars, Ouais. je serais Putain, déçu. je galère. Attends. Et à préciser quand même que je compte pas Paolo Banchero. Oh merde, Ah, putain, je viens de le mettre. Moi, Je viens de le mettre. pareil. aussi. Je compte pas, je dis ça parce que j'ai vu sur l'ardoise de Tiens, si tu veux de le Julio, l'enlever. parce que américain désormais, même si mais je veux enfin dans tous les cas, je vous l'aurais pas je ne vous en aurais pas tenu rigueur. Là, tu me mets dans. Allez, 10 secondes les mecs, hein, il faut Aïe, aïe, aïe. Moi, j'en ai très peu. J'en ai très peu aussi. Hein. Je pense qu'on va Allez, on bloque les réponses. On- On bloque, on bloque, on On bloque. bloque. Moi, j'en mets qu'il y en a quand même. Ah oui, je vais mettre le chiffre aussi, pareil. Julio, dis-nous tes réponses. Moi, je suis sûr que Andrea Bargnani a été drafté en premier choix et Wembanyama. Après, Putain, mais dis-moi. attends, mec, on a mis la même réponse. Non, j'en ai mis 5. J'ai mis 5, j'ai mis Wemby, Bargnani, j'ai mis Rizaché pour la blague. Et ben voilà. Alors, la bonne réponse c'était 2. C'était Wembanyama et Bargnani. Donc, vous On avez est bon quand même. On a un point un point chacun parce que vous avez les bons noms de famille. Vous avez voulu en faire trop tout simplement. Il n'y en a eu que 2 dans l'histoire de la draft NBA. Ça, moi j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire. Ce qui semble exactement très logique. Très parce logique. Que, Tu sais que j'étais en train de remonter, je suis remonté à la. Je suis là, Ouais, putain, à vraiment. l'époque de. J'étais Il n'y a en pas un 2000. mec à l'époque Je suis de remonté Bill jusqu'à- Russell qui est. Je suis remonté jusqu'à Kwame Brown, moi. Donc, je dis, Et en tout cas, pour revenir sur Andrea Bargnani, drafté par les Raptors en 2006, Et il aura ouais. fait 7 saisons avec Toronto et après il a fait 3 ans à New York, 2 au Knicks et une à Brooklyn. Et puis bah, Wemby, on le Un présente plus parcours assez évidemment. compliqué, hein. Ouais, Bargnani globalement. Ouais, c'est pas un numéro 1 de draft qui a marqué. Voilà, donc fin de cette première question. 1 partout. Bien joué les gars. Ok. Ça va. Pour la deuxième question de ce quiz, est-ce que vous pouvez me citer les 5 Français qui ont été draftés dans le top 10 de l'histoire Ok. de la draft NBA? Pas très Ok. compliqué. top 10. 5 Français ont été draftés. Je veux les noms, s'il vous plaît. Et si en plus vous avez l'année, ça fait 1 point de plus. On n'a pas la position? Non, L'année? je demande pas la position. Je demande le joueur et l'année. 1 point par bonne réponse et 1 point en plus s'il y a la bonne année. Vous pouvez donc avoir jusqu'à 5 points, jusqu'à 10 points sur cette question si vous faites un sans faute. Il y en a eu 5. 10. Il y en a eu 5 qui ont fini dans le top 10 de la draft. Moi j'ai les 5. Ça c'est sûr. Ok, c'est bon, je crois que j'ai les années aussi. C'est bon. Encore 20 secondes. Attends, j'hésite On va pas trop traîner quand même. Hein. J'hésite. Ah, j'hésite de fou, j'ai un doute sur le dernier. À l'instant les gars, à l'instant. T'en as combien de En Julio? fait, moi j'en ai, mais ils sont vraiment 10 dans le top 20. Ah, en top 10. Top 10. J'en ai 3. C'est bon, Ah, moi, il y en a 4 vraiment qui sont. moi j'ai les. Moi j'ai les. Relativement je pense récents. avoir les 5. Moi j'ai 1. Il y en a un qui est un peu ancien. Il y en a un qui est un peu ancien. Ouais. Pas trop ancien, mais un peu ancien. Oh oui, pas trop ancien, mais un peu ancien. Je pense que je l'ai. Allez, dis-nous tes réponses, Yanis. Je pense qu'on peut faire dans l'ordre. Moi j'ai. En 2000, on va faire ordre chronologique. Wembanyama Coulibaly 2023. Vas-y, montre-nous tes réponses, Julio. Putain, mais je l'ai vu sur sa tablette, j'ai trop le seum, j'ai oublié. Hayes 2018. Hayes 2018. Kylian Hayes, en quelle année c'était? C'était en 2020. Ah, 2020 ouais, j'ai mis 1 2018. point. Alors, déjà, 1 point pour T'avais Wemby. 2020 toi? Ouais, moi j'ai. Ok, Mais j'ai pas noté, mais Ah, t'as pas j'avais mis en les tête. Mais Ouais. il a noté 2020. Je suis content. Non, j'avais en tête 2020. Attends, 2020, on va faire 2023. par ordre de Wemby 2023, vous l'avez mis tous les deux. Wemby, premier. Koulibaly 2023 aussi. Donc 4 points chacun. Pour l'instant, ça fait 5-5. Ace 2020. Donc toi, tu as 2 points sur cette question. Moi j'ai Hayes. Donc tu as 1 point. Donc ça fait 7-6 pour Julio. Après, Ntilikina, pour moi, c'est. 2017. Ntilikina, 18. c'est 2017. Ah, ok. Donc plus 2, ça fait Égalité. 8-7 pour Yanis parce que tu l'as pas mis. Le dernier Et c'est. Noah, vous l'avez mis tous les deux. Joachim Noah. Non, il l'a pas. Si. Si, Ah oui, j'ai là, mis- tu l'as. J'ai mis Joachim Noah et pour moi, la Pour l'instant, ça draft. fait Ah, 9. t'as pas Ntilikina? Non, Non. je l'ai zappé carrément. Là, ça C'est fait Joachim- 9-8. Attends, ça- Et si vous l'avez l'année, ça. Joachim Noah 2007. 2007. En fleur. 2008.
C'est 2009. Putain, j'ai On mis reste- 2009 au début. Je le savais dans mon crâne, j'ai dit 2009, mais je me suis dit non, c'est trop tard. On reste Attends. à 9-8 pour Yanis pour l'instant. Ah Pourquoi putain. Parce que oui, parce qu'il y a Nicky. Antilikina 2017. Et je remercie à l'achat de NBA 2K à l'époque. Ouais, vraiment. Pour la Tu troisième l'as question, donnez-moi la position à laquelle ont été draftés Jokic et Antetokounmpo. Marge d'erreur de 5 places. C'est facile. Je veux la draft d'Antetokounmpo et je veux la place de draft de Jokic. On n'appelle pas la date, l'année. Non, non, juste la position de draft. Il y en a, j'ai un doute de fou. Il y en a, je vais mettre au hasard. Moi, je l'ai. Un point potentiellement par bonne réponse, avec 5 places d'écart, je vous l'ai dit. Attends. C'est bon, c'est lisible, t'inquiète. Ok. Et le Big G. Oh, Il y a un, sans, putain. il y a un sans faute pour Giulio. C'est exactement. 41 et combien t'as mis 13 Ouais, Alors non, c'est J'ai pas un mis sans faute. 37 en Antetokounmpo. Non, c'est 15. 15e Antetokounmpo, mais. Oh, je savais, frère, j'étais sûr. J'ai Ah, dit je t'ai dit à à 5 quatre. places près, donc t'es dans, Ah, ok, ok. t'es dans le bon. Ah, j'ai mis 41 Jokic. Non, Jokic, je vous l'avais bien, 41. Et ouais, Antetokounmpo plus haut quand même, 15e. Donc ça nous fait un 10 partout après cette belle réponse de Oh, je suis Bien déçu joué. de moi, je suis déçu. Bien de moi. joué quand même, non 41 et tu 15. reprends à égalité. Là, t'es dans le game, tu vois. Il Là, reste 2 questions. La prochaine est plutôt facile, donc ça va, Ah, je mais pense, se jouer sur la facile, on dernière. va galérer, tu Elle vas est voir. facile, moi je me loupe. Si. Je pense sincèrement que ça va être facile pour vous. Donnez-moi la position. Non, ça c'était la question d'avant. Quelle franchise a drafté Luka Doncic Oui. et avec quel joueur il a été échangé dans la foulée? Bon, mais ça c'est pile. Pour- La deuxième question, en fait, elle est. Je sais que c'est facile, c'est pour ça. J'avais annoncé. Alors, moi il a été drafté là en ça, échangé. C'est ça la question. C'est juste, il n'y a même pas la position, c'est juste l'équipe et avec qui. 2 sur 2, sans. C'est pas très dur. Ah non, il a été drafté en 3. Mais ça compte pas, c'est pas grave. Ah, ça compte pas. Eh, attendez, on a Non, dit. c'était pas la question, donc ça C'était pas la comptera pas, question. mais t'as mis 5 parce que c'était la position de Il a Young. fini. Ah oui, c'est ça. Oui, Il a- mais c'est ça. Là, Il est c'est par rapport à échangé. Doncic, qui est 3ème de la draft. Ah, ben j'ai fait dans le chemin inverse. Ah moi. oui. Pas de soucis. Ok. 3ème de la draft par les Hawks. Young, 5ème Échangé de par la Trae draft Young dans la foulée. par Dallas. Et donc ils font le chemin inverse. Doncic qui On est pour. rejoint l'équipe de Dallas, qui ne l'a pas quitté depuis. Bon, impeccable sur cette Impeccable. question. Deux bonnes réponses chacun, 12-12. Ouais. Donc je vous l'avais dit, la 4ème était plutôt Oh, simple. c'est- oh, Pour putain. à la dernière, on va parler famille, on va parler fratrie en NBA, fratrie européenne évidemment. Citez-moi 2 fratries de frères européens, donc 2 x 2, qui ont été draftés tous les deux. C'est-à-dire que les 2 frères, ou plus d'ailleurs, s'il peut y avoir des familles avec plus de frères Européen. européens Ok, qui parce ont que été moi, draftés. J'avais les holidays, là je me suis dit, allez, Non, on est dans le thème basket européen. Européen drafté. Je veux la fratrie. Et après, si vous avez plus d'infos, pourquoi en cas d'égalité pour vous départager, mais déjà donnez-moi les fratries et on verra après s'il y a égalité. 2 fratries européennes. Nom de famille. Ah oui. Je veux 2 noms de Oh famille. oui. Merci. Je veux 2 noms de Oh, famille. merci. Je n'aurai pas de réaction sur Yanis. Oh, merci. T'en as Non, 2, j'en ai Yanis. une. Attends, je vais essayer d'en En trouver fait, une j'en troisième. ai une autre, mais je suis pas sûr, donc je vais la mettre Je vais quand essayer même. d'en trouver une troisième. Oh, ben bien sûr. Merci. Pour l'instant, vous en avez. Après, la question c'était 2. Ah bah oui, mais moi j'en ai 2. Oui, c'était la question. Gasol, Antetokounmpo et Gazol, Antetokounmpo, Wagner. Wagner, ça marche aussi. Très bien. Ça marche. Pour l'instant, on est. C'était 2, je veux pas que tu Ouais, donnes un point en c'était plus. 2, il n'y a pas de point supplémentaire. J'avais noté une dernière partie, les Hernan Gomez aussi, Ah, qui ont été putain, tous les deux draftés. Ouais. C'est Alors, tous les deux en Europe à l'heure actuelle. pour vous être partagé, vous avez mis tous les deux Gasol, vous avez tous les deux mis Antetokounmpo. On a déjà parlé de la draft de Giannis Antetokounmpo. Ça va être simple, je vous demande les pics de draft de Ah, moi je sais par qui. Marc et de Pau. Ouais. Je vous demande les pics pics. Ouais. Ok. La place Alors, de Pau Gasol, Si la tu veux place- un conseil de Julio, déjà tu peux éliminer le first pick. et les plus proches, eh bien, remportent ce quiz. Parce que là, on est sur une égalité parfaite. C'est pas encore arrivé dans l'histoire des quiz d'open mic. Alors, regarde, moi j'ai un truc. Voilà, c'est bon, je mets. Voilà, moi je l'ai mis. Attends, je suis pas du tout prêt, moi j'ai. Tu mets Marc et Pau, hein, on met les Ouais. deux. Alors, moi je dirais à la voix, mais pour moi c'est des Tu trucs, peux effacer juste Antetokounmpo C'est très très vrai. qu'on confonde pas. Il y a du très très bon du côté de Giulio, pour pas spoiler. Pas de triche, s'il te plaît. Mon petit Je viens de Yanis. noter. Ah, moi j'ai. Victoire de Giulio sur Let's go. ce quiz. T'as mis Première quoi, c'est- défaite de Yanis. Pau Gasol 3, vous l'avez bien tous les deux, c'est exactement ça.
Et par contre, Marc Gasol beaucoup plus bas. Il a été drafté en 48e par les Lakers. Moi j'ai mis 11. Ouais, et Giulio bien plus proche. C'est donc Giulio qui remporte cette Bien joué, édition. félicitations, première victoire. Premier point dans les quiz open mic, ça nous fait donc désormais 3 pour Yanis toujours, 1 pour Giulio, 1 pour moi-même. Les gars, j'espère que vous avez passé un bon petit moment sur ce quiz. En tout cas, c'était très serré, c'était sympa à Très animer. serré, franchement, on se régale quand il y a du défi comme Ouais, ça, quand il y a de l'enjeu, ça joue au moment clutch. Ouais, je suis déçu, non, je rigole. Non, mais bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir de récupérer vos points. Puis surtout, il y aura un petit derby pour bien fixer le classement juste après dans le truc Eurocoupe. Maintenant, on va pouvoir passer aux actus comme prévu, comme dans l'épisode 1 et l'épisode 2. On va traiter chacun une actu du basket européen et on va vous laisser commencer Mathis. Donc, on va tout de suite aller dans le nord pour Mathis. Donc, je te Ouais, laisse. exactement. Je reste dans ma région actuelle, direction Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille. Petite parenthèse basket féminin, parce que c'est aussi important qu'on en parle. On n'en a pas encore parlé sur la chaîne. Ça me tient à cœur de citer les performances actuelles de l'ESBVA, l'équipe de Ligue féminine de basket, qui est actuellement première de championnat. 18 victoires, 3 défaites. Impressionnant. Ils sont entraînés par Rachid Méziane, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de Belgique, qui a remporté l'Euro cet été. Ouais. Très très belle performance de sa part. Il coach vraiment particulièrement bien. J'ai apprécié quand j'y suis allé voir la façon dont il manage la rencontre. Pour citer deux joueurs les plus connus, on a parlé du grand frère tout à l'heure, Tidjane Salin, du petit frère Tidjane Salin, la grande sœur. Et dans cet effectif de l'ESBVA, c'est bel et bien Janelle Salin qui fait une très belle saison. Et il y a aussi Kennedy Burke qui est une joueuse qui d'ailleurs ne pourra même pas disputer les playoffs avec Villeneuve d'Ascq parce qu'elle a rejoint les New York Liberty pour la saison à venir en WNBA. En tout cas, très très beau championnat jusque-là de la part de l'ESBVA. Quoi dire de plus? Le dernier titre français remonte à 2004 en Euroleague. C'était Valenciennes, une autre équipe du Nord. Donc ça fait une belle présence nordiste dans cette Euroleague féminine. La dernière fois qu'un club français est allé au Final Four, c'était Bourges en 2014. Ça fait 10 ans. Et avant de laisser la parole à Yanis, juste un petit mot sur le palmarès du club. Une Eurocoupe en 2015, un championnat de France en 2017, c'est pas mal. Elles se sont très bien débrouillées, les filles de Rachid Méziane, en quart de finale en sortant Miss Colch sur le score de 2-1. On rappelle, c'était le premier à 2 victoires. Mené à... C'est ça, défaite au match 1, victoire au match 2 à domicile, victoire au match 3 à l'extérieur. Donc c'est vraiment costaud, un truc difficile à faire. Et puis une demi-finale dans le Final Four à suivre contre Prague, l'équipe de Valerian Ayayi. J'ai eu la chance d'assister au match entre Villeneuve d'Ascq et Prague en saison régulière d'Euroleague cette saison, remporté par Villeneuve d'Ascq alors que Prague était leader de la poule. C'était sympa à suivre, c'était un bel affrontement et j'ai vu que Ayayi avait dit que c'était pas passé la défaite du côté de Prague qui était leader. Ils vont avoir à cœur de prendre la revanche. Et juste pour finir, Villeneuve d'Ascq qui était même haute pour accueillir le Final Four, ça a failli se faire à Orchy, ça a failli être à la PVL Arena d'Orchy parce qu'il faut une salle de plus de 4000 places, il n'y a pas ça au Palacium de Villeneuve d'Ascq, Orchy qui compte 5000 places dans sa PVL Arena. Finalement, c'est l'autre candidature de Mersin en Turquie qui a été retenue, donc pas de Final Four dans le Nord. Voilà, c'est tout pour moi. Suivez cet événement le week-end prochain du 12 au 14 avril et puis on est derrière les guerrières de l'ESBVA en espérant qu'elle rapporte un nouveau titre au basket féminin français. C'est ça, on soutient Villeneuve d'Ascq. Moi, je vais continuer avec ma news C'est ça. qui concerne les Jeux Olympiques. Messieurs, parce qu'on a parlé dans le premier épisode, si vous voulez aller le voir, on a fait notre roster pour les Jeux Olympiques. On a tout simplement les groupes qui sont sortis, donc je vais vous énumérer un petit peu ça pour faire un petit récap aussi. Donc dans le groupe A, parce qu'on a 3 groupes, on rappelle de 4 équipes. Dans le groupe A, on a l'Australie, le Canada, donc 2 grosses confrontations. Canada, révélation de la dernière Coupe du Monde. Et on a le vainqueur du TQO du Pirée. Alors dans le TQO du Pirée, pour ceux qui se rendent compte, il y a 2 équipes qui prennent un peu le dessus, c'est la Slovénie et la Grèce. Ça va jouer entre les deux. Ça va jouer entre les deux, clairement. Et on a le vainqueur du TQO de Valence, dans lequel il y a l'Espagne. Mais attention, au vu des dernières perfs de l'Espagne, on a la Finlande, de la Pologne et les Bahamas qui sont bons aussi. Même si les Bahamas, on respecte totalement DeAndre Ayton. Mais, Voilà. Potentiellement un groupe de la mort. Hein. Si Slovénie ou Grèce, peu importe, c'est un groupe de la mort. Espagne, Australie, Canada, c'est quand même une dinguerie. Hein. donc ça veut dire que, oui, c'est ça, ça veut dire qu'on a un groupe où on peut avoir potentiellement Australie, Canada, Slovénie, Espagne. Ça veut dire que c'est un groupe de malade mental. Ouais, mais même si c'est la Grèce, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est un groupe de la mort, exactement. Le groupe B, le tirage patriote, le tirage de nos Français. Et franchement, on est très bien, on s'en sort très très bien. On chope l'Allemagne championne du monde, mais qui sera avec des ambitions différentes, qui reste quand même une équipe
au ranking, qui est aujourd'hui dans le top 3, mais qui est, On s'en sort bien. voilà, dans laquelle on s'en sort bien. Le Japon, le très bon tirage de cette Coupe du Monde. Le Japon qui a une bonne équipe, certes, mais qui est largement battable. Et le vainqueur du TQO de Riga. Et le TQO de Riga est loin d'être le plus relevé, dans lequel on retrouve par contre la Lettonie, qui est sans doute À domicile, ils vont, je pense, Voilà, s'en emporter. la Lettonie, qui est l'équipe en très grande forme et qui nous a fait énormément de mal à la dernière Coupe du Monde. Mais il y a aussi le Brésil et le Monténégro qui pourra. Brésil, attention. Ouais, voilà, Brésil, attention, exactement. Donc voilà, un très bon groupe pour la France, en tout cas qui est dans le groupe, je pense, le plus simple pour sortir, ce qui est une bonne nouvelle. Ensuite, dans le groupe C, on a la Serbie, qui a été très fort à la dernière Coupe du Monde. Les États-Unis, qui vont venir avec leur équipe de malades mentales. Le Soudan du Sud, qui est la bonne surprise de la dernière Coupe du Monde aussi, mais qui reste un peu moins fort, cette équipe africaine. Waniel Gabriel, Raynel Gabriel, potentiellement Bol s'il décide de venir jouer. je ne savais pas. Et on a un petit meneur américain là. Jones, formé ouais. avec la G-League des Chicago Bulls. Exactement. Et enfin le TQO de San Juan, pardonnez-moi, San Juan Nunez. Pardon, excusez-moi. C'est pas ce qui fait de mieux les blagues. San Juan, où on retrouve l'Italie, notamment la Lituanie et la Côte d'Ivoire. Donc on a un groupe qui reste très lambda, très middle, où globalement la Serbie et les USA restent quand même très favoris. Mais voilà, donc le groupe A, le groupe de la mort, la France tire le bon tirage, on n'a pas les USA dans notre pool. Et on a toutes nos chances pour finir premier, c'est ça. C'est vraiment parfait. C'est que, comme tu l'as dit, groupe de la mort en A, sans les USA, groupe C, USA, et nous on se retrouve au milieu. Toutes nos chances pour finir premier. Dernier match de la poule, ça sera France-Allemagne, ça sera vraisemblablement, si on arrive à battre la Lettonie, si la Lettonie passe ce que j'espère, potentiellement une finale pour la première place. Et on fera sans doute un podcast pour parler de tous ces JO. Évidemment, évidemment. Et je vais conclure cet aspect de news pour vous parler de la NGT Dubaï. Actuellement, on est pour la NGT de Paris, mais c'est bien la NGT Dubaï qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et on notera la victoire de Ulm, avec un très gros Exceptionnel. Noah Essangué qui finit en finale avec 33 points, 18 rebonds, 2 passes D, 3 contres et 4 interceptions. 45 des balles. Oui, 54 des balles. J'ai inversé les chiffres. Oui, c'était une belle finale, très belle finale contre le Zalgiris, avec lequel on retrouve un Français, Thomas Bassong, toujours très explosif aussi, un joueur qu'on a apprécié. Petit frère de Mister Paris. Je crois bien, ouais. Frère de Mister. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je crois que c'est le frère de Mister Paris. En tout cas, c'était une édition très relevée. Il a gagné le concours de dunk. Oui, c'est ça. Il y a De pas mal de NGT Dubaï. des Un bons concours gros de dunk pétards. très peu relevé par contre pour le coup. Il l'a gagné quand même. Il a gagné, mais lui il a lavé le concours de dunk. quoi. C'est ça. Et on notera aussi que l'Asvel avait participé, fini 4ème derrière la Next Generation Team menée par Maxence Lemoine. Pour noter que effectivement dans le 5 majeur de la compétition, on y retrouve 3 Français. On y retrouve Noah Essangué, Maxence Lemoine et Yohan Tissoko de l'Asvel, accompagné d'un joueur de Zalgiris ou bien même deux. Deux, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. deux joueurs de Zalgiris. Et bien évidemment, Noé Sangué qui finit MVP du tournoi avec des moyennes assez folles, avec 20 points et 12 rebonds de moyenne, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, Ulm qui va se retrouver dans le dernier carré de la NGT. Et c'est tout pour ces news. Et bah, puis nous, on va voir qui va gagner la NGT de Paris le dernier. On va y aller juste après le tournage de ce podcast. On a des beaux clubs qui sont en liste et on a des. Restez branchés, le vlog arrive bientôt. Voilà, c'est ça. Le vlog arrive bientôt. On peut passer à la deuxième partie, effectivement. On va donc ensuite traiter de cette belle finale qui nous attend en Eurocup. Avec effectivement l'AJL qui a réussi à se qualifier contre le Beşiktaş dans un match 3 et Paris qui est venu à bout de London Lions en 2 matchs. Finale historique. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Incroyable. Exceptionnel. Fier du basket français. C'est fier du basket français. C'est deux. Donc là, on aura un club français qui va gagner une Coupe d'Europe depuis Monaco. Ça n'a pas été fait. On a un club français qui va gagner une Coupe d'Europe. On a un club français. On aura 3 clubs français en Euroleague, messieurs. La saison prochaine. 3 clubs français. Si Bourg-en-Bresse gagne, je suis pas sûr qu'ils y aillent en Euroleague. Ah, je pense que si. Si on Après- est en train de préparer. Après, on Après, va en tout cas, débattre. Au pire, ils repêchent Paris. En tout Enfin, cas, ça voilà, revient au selon même. la règle, on a 3 clubs français qui seront en Euroleague. Après, on verra la saison prochaine. On a des clubs qui ont balayé la compétition, qui ont terminé tous les deux quand même en termes de parcours avant de débattre sur la match-up. Mais premiers de leur pool tous les deux. C'est ça qui est fort, c'est de Paris qui a réussir perdu pour à, l'instant qu'un match en Eurocoupe. réussir à, certes, être premier en saison régulière, c'est bien, mais ça veut pas dire que tu vas aller en finale. Et ils ont réussi, notamment grâce à l'avantage du terrain, en tout cas pour Bourg, ça a vraiment joué parce que entre aller jouer un match 3 à Istanbul ou jouer un match 3 à domicile contre le Beşiktaş, je pense que c'est ce qui a fait la différence, justement, cette première place acquise dans la phase de groupe. Et après, Paris a roulé sur Badalone, Paris a roulé sur Londres, ça a été plus compliqué. C'est une très belle équipe, mais Paris a su se démarquer.
Bourg, justement, qui est pareil, qui a mis le couvert, et notamment, je pense, contre Beşiktaş, où on a senti un petit moment de faiblesse à l'extérieur, mais c'est là-bas, c'est très compliqué, et ils ont su maîtriser les 2 matchs. Après, voilà, ça fait une finale, et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est un match qu'on a déjà vu en championnat, c'est une match-up qui est très intéressante. D'ailleurs, le match retour du championnat est prévu entre le match aller et le match retour de la finale. Et il a été décalé. Ouais, mais c'était prévu. C'était prévu d'avoir 4 matchs en. 4 si jamais il y avait match 3. Si jamais il y avait match Mais 3. au moins 3 matchs il a sûrs en une été semaine. décalé au 28 avril et ça démarre mercredi. Hein. Ouais, ça, probablement le lendemain de la sortie de cette vidéo ou quelque chose comme ça. Donc, ou on sera peut-être, si on est trop compliqué niveau timing, le jour même. En tout cas, voilà, ça sera juste Dans la avant. foulée. C'est Voilà, ça. dans la foulée. Mais moi, je voudrais parler côté Paris Basket de TJ Shorts. Je le trouve Messieurs, exceptionnel. messieurs, attendez, est-ce qu'on plierait pas le débat du MVP maintenant? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de débat. J'aime beaucoup Nadir, je sais que tu Ah l'aimes non, beaucoup mais aussi. Nadir sera mais Nadir sera TJ pas Shorts, mais c'est incroyable. C'est La, exceptionnel. la façon dont il lit le jeu offensivement, ça me C'est- bluffe à chaque fois. c'est Avec un sa joueur. petite main gauche, sortie d'écran. Alors, le seul défaut de son jeu, c'est le tir à 3 points. Ouais. Et encore, il est en train de progresser dessus. Si Il met un sort- gros shoot face à Londres, il met un shoot à un moment. Si ça sort sur lui, drive inarrêtable. Si ça sort pas, shoot mi-distance. La vista, la passe. Et la qualité de passe derrière. Après, TJ Short, il existe, mais parce que ça fait 2 saisons qu'il est excellent. Mais c'est parce qu'il a ses coéquipiers Ah, qui bien étaient sûr, déjà à il avait Bonn, hein, le fini- Paris Basketball, on connaît. Il avait Mais fini très MVP de la BCL. Voilà, c'est à ça. Bonn. MVP de la BCL, MVP de la BBL. Il avait fait le Potentiellement doublé, MVP de l'Eurocup. potentiellement MVP de l'Eurocup et potentiellement MVP du championnat de France. Il est en liste pour tout. Ouais, il y a Mike James quand même, ça va être. Championnat de France. Championnat de France, absolument pas, je pense pas, mais. Ah bah moi je pense que. Mike James, championnat de France. Ouais. Ah, c'est un autre débat, on Moi, rentre j'ai un dans peu un de autre mal, truc. je pense. En Il tout joue cas, pas tous les matchs, mais c'est quand un il joueur joue. exceptionnel. Par contre, moi là où je voudrais revenir, c'est que les gens ont beaucoup critiqué le fait qu'il y ait le pouvoir de l'argent à Paris, mais il faut se rendre compte qu'on a une équipe qui est exceptionnelle, qu'on a un recrutement qui est parfait, on a un coach qui est vraiment incroyable, qui a du charisme, qui sait driver ses joueurs. On a des recrutements qui ont été faits beaucoup en Allemagne, certes, avec des mecs comme Kratzer, comme Herrera, comme Colin Tyson Malcolm, Ward. comme Tyson Ward, comme Short, qui ont été tous récupérés de là-bas. Mais ça a été très bien entouré. On a récupéré Nadir Ifi, qui est vraiment un super scoreur, qui est exceptionnel, qui a mis 35 points en 22 minutes contre Nancy. On en a parlé tellement de fois de Nadir Ifi. Banjassi, qui est très très bon aussi. Piloté par le GM Marassi. Hein, Pivoté par le GM Marassi. C'est ça. Et on a Mediane Gomama aussi, qui est une très bonne recrue, qui arrive en banc, Energizer. C'est Ouais, ça. non, c'est Donc un on a- effectif complet, hein, le Paris Basket. On a un effectif pour plaire, on a un effectif qui tend aujourd'hui, pour moi en tout cas dans la match-up, qui est très très offensif, qui est la meilleure attaque de Eurocoupe, 98 points de moyenne, je crois. Et ils défendent bien aussi. Moi, ça. 98 points de Et moyenne. ils défendent bien. Moi, je trouve que l'énergie qu'ils mettent en défense, Ouais, ils ont forcément, ils peuvent pas exceller à la fois en attaque et en défense, mais moi, je les trouve vraiment. parce qu'ils ont perdu une seule fois cette saison. Ouais, ils, c'est ont ça. gagné, ils ont gagné beaucoup de matchs, je trouve pas. Ouais, c'est qu'il y a vraiment Paris et les autres. Ils ont battu le record de points d'écart d'Eurocoupe cette année, c'était contre Ljubljana. Ils ont mis 50 points, je crois, à Ljubljana, c'est ça. Le dernier match à la Carpentier en plus. il C'est me semble. ça. Dernier match à la Carpentier. Après, on se concentre sur Paris, il y a aussi Bourg-en-Bresse. Il me semble que Bourg avait gagné le match aller à Equinox en championnat. Ouais. Pas dire de bêtises, mais je crois bien que Bourg a gagné la confrontation cette année. Donc, attention, même si on voit Paris, enfin personnellement je vois Paris favori, l'équipe de Bourg-en-Bresse. Alors, à noter pour Bourg, en termes d'ossature, c'est une équipe qui score un peu moins, 83 points de moyenne. Ouais, plus C'est une défensive. équipe qui défend très très bien. Ouais, Bourg, oui. c'est une équipe qui est basée sur la défense. Ils ont gagné contre Beşiktaş par la défense. Beşiktaş qui est une très grosse attaque. À l'extérieur, Beşiktaş passe devant dans le quatrième carton, parce qu'ils font un gros run offensivement et que Bourg est dépassé. Mais Bourg, quand ils sont stables défensivement, ça apporte énormément d'attaques, ça court énormément. Il y a des très bons shooters. Axel Julien, Très j'aime bon beaucoup joueur. ce qu'il fait en Axel sortie Julien de qui banc. est très bon là depuis les derniers matchs. On va être obligé de parler de Isaiah Mike aussi, qui est vraiment le leader de cette franchise, de cette équipe. Voilà, c'est intéressant. Toi, Giulio, quel est ton avis? Ouais, moi je pense que vraiment Paris, je veux pas donner de favori ou quoi, mais Paris c'est un niveau limite Euroleague en fait. C'est Ouais, vraiment. non, pas loin, en tout cas. Ils frôlent. Hein. Ils sont vachement Ils sont hors meilleurs de- que l'Alba Berlin, ça c'est sûr. Ouais, pas loin de Lasvel, sauf si Lasvel joue comme tous les jours comme contre Valence. Mais ça c'est un autre débat. Mais effectivement, ouais, Paris est ultra dominant. Ils ont un jeu vraiment impressionnant. Pour le coup, on a eu la chance de les voir contre Boulois après Ouais. le tournage du podcast 2. C'était un match qu'ils ont gagné dans la difficulté, mais effectivement, il y a des joueurs, c'est impressionnant. TJ Short, Nadir Ifi. Dans l'intensité défensive, c'est ça qui nous a le plus surpris en fait. C'est que vraiment, on a beau l'impression d'avoir une équipe ultra offensive, et bah, défensivement, ça joue Ouais, moi, je suis fortement. d'accord avec toi. Pour moi, il y a un joueur qu'il faut remettre à sa place. On parle beaucoup, on a parlé des têtes de franchise, des têtes de franchise. Je Ouais, vais pas Tyson les Ward, faire, pour des moi. têtes de l'équipe. Tyson Ward qui est très bon, mais pour moi, le joueur facteur X qui est aujourd'hui le plus sous-coté, c'est Michael Rantunen, qui est exceptionnel, 18 d'évaluation
en moyenne sur la série contre Londres, et qui est un vrai mec qui n'est pas là pour scorer, Pas de bruit. Ouais, qui fait pas de bruit, qui met les shoots, qui prend énormément de rebonds, et qui a un véritable poste 4, le Finlandais, qui est vraiment très impressionnant et qui a cette notion de facteur X parfait. Et c'est pareil, encore une fois, on a beaucoup de scoreurs et lui, c'est un role player parfait qui vient se coller à tout ça. Pour moi, l'équipe la plus complète, c'est le Paris Basketball. Après, tu sais jamais. Hein, Quand la machine a lancé, mais Bourg est très bon. Bourg a résisté de nombreuses fois. Bourg a rivalisé avec beaucoup de clubs cette saison. Bourg a gagné contre Grande Canaria. Il faut rappeler quand même que tenant du titre et qui a une sacrée équipe qui a été chercher en Espagne encore ce week-end un gros club. Enfin bref, c'est Grande Canaria qui est sur une très bonne saison. Donc Bourg, ils ont énormément d'armes. Ils font partie du top 3 de ce championnat de France. Ils sont pas loin. Pour moi, il y a une classe de retard quand même. Et puis Paris, en termes d'Euroleague ready, c'est ça, on sent quand même que l'équipe. Mais après, un titre, c'est un titre. On sent que l'équipe a les crocs d'aller en Euroleague. Ouais. Et ils ont aujourd'hui, et ça se voit aussi en championnat, ils ont gagné la Leaders Cup. Ils ont quand même cette notion de la gagne dans les moments importants. Et voilà, l'exemple de la Leaders Cup est le mieux, je pense, pour mettre ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour préciser, du coup, c'est Paris qui a l'avantage du terrain parce qu'on l'a dit, ils ont perdu qu'un seul match cette saison. Donc, le premier match à domicile mercredi. Mercredi, ouais. Mardi. Mercredi, je dis une bêtise. Oh, je sais plus, mais en tout cas, Dans la semaine. début de semaine. Deuxième match vendredi, ça c'est sûr, à Bourg. Et c'est là où moi, j'aurais peut-être vu Bourg-en-Bresse aller chercher. Pourquoi pas en tout cas titiller Paris s'il y avait eu un potentiel match 3 à Equinox, ce qui n'est pas le cas. Alors après, on sait que les Parisiens ils jouent que depuis très récemment dans l'Adidas Arena, mais je pense que pour donner un pronostic, moi je vois Paris gagner en 3. Je vois 1-0 Paris, un partout à Bourg et la victoire de Paris pour terminer cette saison d'Eurocup. En tout cas, en vrai, peu importe qui gagne, juste merci pour cette saison. Merci Les de deux régaler. équipes, c'est incroyable. C'est vraiment le basket français est en train de nous faire kiffer, continuer à monter. On a l'occasion de poser la question dans les interviews, Benjamin Sen, Armel Traoré. On voit vraiment l'évolution et franchement, ça fait rêver pour les années à venir. Je suis désolé, moi, c'est vrai que c'est assez rarement et ça parle beaucoup. Pour moi, la basket elite est devenue la deuxième meilleure division d'Europe derrière l'Espagne. On a quand même aujourd'hui Monaco qui se bat pour la deuxième place en Euroleague, qui est troisième. On a l'Asvel. Troisième, égalité avec le deuxième. Hein. Oui, égalité avec le deuxième. C'est pour ça. On a l'Asvel qui est dans une saison compliquée, mais qui montre de belles choses sur la fin de saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Avec qui Poupée. on avec sent Poupée, qu'il y a un sympa. potentiel. En fait, on sent que l'Asvel, bon, on aura le temps de parler de ça, mais voilà, que c'est une équipe aussi qui peut s'installer en Euroleague. Il va falloir que ça change un peu dans les bureaux. Et derrière, on a Dédicace à Tony. Hein. dédicace à Tony, qui verra ce podcast, bien évidemment. Ouais. Et derrière, on a Paris qui est le visage de l'avenir du basket français. On a Bourg qui monte en puissance, qui est européen depuis déjà deux années, et qui, depuis 3 ans, non, Ouais. non, 2 années, 4 années, je Ça fait plusieurs années. 4-5 années, je crois. Je suis un ouf. C'est 2 années, c'est Paris. Non, c'est Si, Paris, c'est la deuxième année. Paris, c'est la 2e année. Je vais m'y faire. Voilà, donc on a des clubs qui montent, sans oublier les clubs qui jouent en basketball Champions League, qui sont tous éliminés. Cholet, malheureusement. Strasbourg, Dijon. Cholet, Strasbourg, Dijon. Voilà, c'est bon. Et l'année prochaine, on aura Nanterre, très Et, probablement, qui fait ouais, une bonne saison. C'est ça, on a tout fait. Bleu BCM Gravelines Dunkerque qui est en FIBA Europe Cup. Mm. Enfin, donc on a vraiment une montée du basket français en termes de ranking. On a un top 4 qui est quand même très fort. Et si Paris Basket, dans les 2 prochaines années, commence à devenir une équipe de relais qui s'installe, 2, 3, 4 prochaines années, on va regarder l'Espagne dans les yeux en disant oui, bonjour, Madrid, Paris. Barcelone-Paris, on n'est pas au foot, et on est au basket et c'est un vrai derby. Affiche de la semaine prochaine aussi. Au Barcelone, PSG, Paris. c'est ça, match de foot le mardi, match de basket le mercredi. En tout cas, juste pour revenir sur ce dont on est en train de parler, je pense que ça pourrait être un bon sujet d'épisode pour les prochaines fois. La montée en puissance du basket français, là on en parle rapidement en fin d'émission. D'ailleurs, mais si vous le voulez, n'hésitez pas, hein, franchement, on est là pour ça peut être un sujet qu'on éclaircisse encore davantage. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on aura un final qui va rester, je pense, exceptionnel. Et historique. Et historique. Duel Et historique. franco-français, c'est incroyable. Franco-français. Et nous, en fait, on va se retrouver à ne pas savoir quelle équipe supporter au final. C'est ça qui est un peu. On a toujours un fervent un peu français, un peu cocorico, mais là, il n'y a pas trop de choix. Ah, c'est un luxe d'avoir des équipes françaises. C'est un franchement. luxe. Donc la France va bien gagner l'Eurocoupe, messieurs, dames. Et puis le joueur qui va sans doute être MVP sera dans une équipe française. Le meilleur jeune est dans une équipe française et français. Roule sur le monde. Non. Mais- Ça donne des idées pour les JO. Ça donne des idées pour les JO.
Je sais pas, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Peut-être on peut se dire en prono tous comme ça. Ouais, bah moi j'ai dit du coup 2-1 Paris avec, j'ai déjà dit 1-0 Paris, égalisation de Bourg avec Inox et victoire 2-1 finale du Paris Basket. Bah moi je vois bien Bourg prendre le premier match et en fait pareil démolir. Ouh. Mais voilà. J'aime bien, c'est osé De toute moi. façon, dans tous les cas, je vois Paris gagner. Tu vois Paris en 3 du coup? Ouais, toujours. 2-1 Paris, pareil. Alors moi je suis dans la même dynamique que Matisse. Sauf que pour pas te copier complètement, pour moi, Paris prend le match 1. Bah, Et le Attends, c'est pas possible. Bourg prend le match 2, Paris prend le match 3 et Bourg prend le match de Betclic Elite. Ah, ouais. Elle est tac. Pour en faire un peu plus. Ouais, on va en faire un peu plus. Bon écoutez, moi c'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts pour le quiz? On va pouvoir lancer le quiz. Je vais de juste préparez-vous, Yanis. prenez vos petites tablettes. Je vais juste passer dans le petit podcast, je vais chercher mon ordinateur sans Tu tout. peux vérifier si ça tourne toujours? Je vérifie si ça tourne toujours et on va laisser tourner même si ça tourne toujours, on est à 20 minutes 42 précisément. Ouais, beaucoup plus rapide, mais c'est bien. Et là, vous voyez, on montre aux gens l'inside du podcast, moi ça j'aime bien. Là j'ai peur, hein. On va faire 0-0, mec, s'il te plaît, Ça va être dur. facile. Ça va être dur. Humilie-nous pas sur la place publique. Qui a gagné l'Eurocup? Je sais même pas qui est. À part Grande Canaria, je suis capable de citer aucun. D'ailleurs, des trucs, mec. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les amis, pour ceux qui veulent savoir l'histoire de cette souris, quand même, Ah oui, oui, il faut vraiment. faut regarder un petit replay de Squeak. Hier, on a reçu un beau ballon sur le PC et ça a cassé un peu l'ordinateur. Pendant la NGT, on précise. Pendant la NGT. Ok, tac, 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 il faut pas que vous regardiez. Non. Ah oui, excuse-moi. C'est un ouf, il était en train de regarder Non. l'ordi. Vous Non, avez vu? Je vous jure, j'étais fatigué. Ça va, ça va. Non, en tout cas, j'ai pas vu de réponse. J'ai vraiment Il a vu les yeux qui penchent à gauche naturellement. J'ai vraiment vu le planning de Est-ce l'interview. que vous êtes prêts? En tout cas, on rappelle que le quiz traite de l'Eurocoupe. Yes. Globalement, ça c'est normal. Allez. Je suis allé chercher un peu de. Je me suis dit, en fait, je suis allé chercher de la technicité. On va voir si vous connaissez, mais en fait, à la fois c'est simple, à la fois c'est. Préciser quand même, pas trop des grands experts de l'Eurocup. Moi, Mais je pense que vous pouvez rester. La Allez. première question, elle concerne 2021. L'AS Monaco a remporté l'Eurocup en 2021, il faut le rappeler, c'était le dernier titre français. Quel joueur a été nommé MVP des finales? Si je l'ai tellement. J'en suis sûr et certain. Si c'est pas ça, J'ai mis ça. j'en suis sûr à 2000% que c'est Rob Gray. Eh ben, la bonne réponse est du côté de Matisse. Ah ouais, c'était sûr. Il a mis Mathias Le Sort, Giulio. Et juste pour un petit rappel, Rob Gray, c'est 24 points en finale, 20 d'évaluation. Et derrière, il y a Marcos Knight qui est à 19,5 d'évaluation et Le Sort était à 18,5 d'éval. J'ai hésité avec Marcos Knight qu'on a vu après à Lasvel, mais ouais, non, j'ai les souvenirs de la photo de Rob Gray avec son trophée à la fin. Donc C'est très comme bonne ça que je m'en réponse sors. Mathis, ça démarre pour un point pour Mathis, mais rien n'est fait. Maintenant messieurs, la deuxième question, elle est un peu plus historique. Je voulais savoir quelle équipe a remporté le plus de titres d'Eurocoupe. Ça, je sais. Vous réfléchissez bien. Et si vous avez le truc, si vous n'êtes pas, enfin, si vous avez la même équipe, on pourra départager au nombre de titres d'Eurocoupe. Vous pouvez mettre J'ai toutes les réponses. tu peux mettre le nombre d'Eurocoupe à côté. Est-ce que c'est une équipe espagnole? Je sais pas. On dira rien Mathis. Tu gagnes un 0, c'est à toi d'assurer d'assumer la Bah responsabilité. écoute, moi je pars sur. T'as écrit? Oui. Moi je pars sur Valence. Il part sur, donc vous avez tous les demi-valences. T'as mis le numéro, tu peux mettre le nombre. Alors moi c'est juste que j'ai souvenir de les avoir beaucoup vus en Eurocup, mais alors le nombre. Mets le nombre. S'il arrive à l'avoir, je pète mon Là crâne. c'est un peu du hasard, j'avoue. 5. Ah, let's go. Et Je crois que c'est 4. donc c'est la victoire est bien pour. C'est tous les deux Valence déjà, c'est ça. Et c'est Giulio qui a gagné, c'est 4. Ils l'ont remporté Bien joué, Joe. en 2003 quand ça s'appelait l'ULEB Cup à l'époque. En 2010 ça s'appelait l'ULEB Eurocup. En 2014 et en 2019. Donc voilà, ça fait pas mal de titres d'Eurocoupe. Et c'est la seule équipe à l'avoir remporté 4 fois. Il y a des équipes qui l'ont remporté 2 fois derrière. Donc c'est vraiment l'équipe qu'on retient en Eurocoupe et qui fait tout le temps la bascule entre Euroleague et Eurocoupe. C'est la question un peu compliquée. Ça, là, on va monter de level. Citez-moi quel joueur français a avoir été sélectionné dans la All Eurocup First Team. 4 joueurs français? 4 joueurs français. T'as une craie ou t'en as qu'une la craie? Il y en a une là. 4 joueurs français qui ont été sélectionnés dans la All Eurocup. C'est du récent ou ça remonte un peu là? Ou il y a de quoi faire du récent? Il y a du récent. Il y a beaucoup Il y a de 4 récents. joueurs qui Il y a sont quatre potentiellement récents. Alors, je précise que moi, j'en ai noté 5. Donc, il y en a 4. Et il y en a 5 qui sont récents, c'est-à-dire qui sont 2019 et plus. Wow. Ah ok, c'est vraiment récent. C'est vraiment récent. Donc, la All Eurocup. Pas des joueurs qui jouent en France, des joueurs français. Ouais, d'accord. Des joueurs français qui peuvent jouer en France Oui, non, ou mais à l'étranger. c'est pas forcément des joueurs qui jouaient en France. Ça, vous allez voir. Est-ce que vous les avez? C'est la question. J'en ai un. C'est gênant.
Réfléchissez bien, honnêtement. J'ai pas besoin des années. Réfléchissez bien à tous les mecs qui ont joué l'Eurocoupe. Avec quelles équipes ils auraient pu jouer l'Eurocoupe. Avec qui. Les joueurs qui sont aussi depuis longtemps en Eurocoupe. Voilà, etc. On fera au nombre, sinon. Si vous Pour l'instant, j'en ai 2. T'en as combien, Julio? Moi j'en ai 2 pour le moment. Je vais mettre un petit timer pour pas qu'on. Ouais, si on a les 2 mêmes, je pense qu'on a les 2 mêmes en plus. 3. Si vous pouvez mettre l'année comme ça, on peut départager si vous avez. Mais je mets un joueur d'une équipe française. Bah, tu peux. Ouais, mais il est pas français. Il est pas français. Ah, moi, je reste sur 2. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. On va pas s'éterniser. Donc Julio, est-ce qu'on te laisse un petit 10 Moi, j'ai mis le sort Albici. Le sort Albici, le sort aussi. Tout court. Et bah messieurs, le sort, il était en 2021 avec l'AS Monaco, justement, L'année du titre. l'année du titre. Ouais. Il était dans la All Eurocup Second Team en 2020. Andro Albici a bien fait la All Eurocup First Team. Et oui. Ça peut paraître en 2019. Et donc il restait Isaiah Cordigné en 2021 évidemment. avec Nanterre. Mais oui. La même année que Mathias Le Sort. Les gars, je sais pas comment vous avez fait pour passer à côté. Mam Jaité en 2022, qui a fini MVP de l'Eurocup, qui était dans la Eurocup First Team. Et en 2023, l'année dernière, on avait Axel Bouteille avec, Ah putain, j'y ai pensé. Avec, Je me suis dit, je prends pas ce risque. avec Ankara. C'était justement ça. Sur Télécom. Sur Télécom Ankara, exactement. Donc on en avait 5, on en a 5, c'est les 5 seuls. On Mais est c'est assez récent. allé dans les plus vieux du Ouais, récent, vous avez mais on été a pas chercher, fait les plus vous avez jeunes. été chercher le plus vieux, c'est ça. Ce qui démontre un peu Donc notre point faible pour, niveau. point pour Mathis. 2-1. On est à 2-1, exactement. Il reste quoi? Il reste 2 questions. Il reste 2 questions. Celle-là, je l'aime bien. Je vais vous énumérer 4 joueurs et vous allez devoir me dire, écrire le nom du joueur qui a jamais joué en Eurocoupe. Parmi ces 4-là. Parmi ces 4-là. Ok. Je vais pas me louper. Le premier joueur, c'est Tony Parker. Le deuxième joueur, c'est Kristaps Porzingis. Vas-y. Le troisième joueur, c'est Patrick Beverley. Vas-y. Et le quatrième joueur, c'est Goran Dragic. Entre Tony Parker, Kristaps Porzingis, Patrick Beverley et Goran Dragic. Je m'expliquerai après. Je pense que j'ai faux, mais je m'expliquerai. J'adore cette question. C'est quoi le C'est beaucoup de quatrième recherche. déjà? Je m'expliquerai. Entre Tony Parker, Kristaps Porzingis, Patrick Beverley et Goran Dragic. Moi je mets ça. Je m'expliquerai après. On a mis le même. Non. Mais oui, mais parce que c'est déduction. Ouais, moi j'ai mis Dragic parce que j'ai celui dont. Enfin, c'est un Tony Parker. Européen. Ouais. J'ai l'impression que. Non, mais tu sais que là, c'est le seul qui a pas joué en Eurocup. Mais hein. je sais. Oui, voilà. Mais pour moi, Tony Parker, déjà, s'il a joué, j'étais pas au courant. Oui, voilà, c'est ça. C'est Très- le truc que c'est tellement ouf que ça a dû arriver. Ouais. Et je pense que tu as voulu nous piéger avec Dragic et du coup, c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Pour moi, Porzingis, il a joué à Malaga, donc pour moi, forcément, il a dû faire quelques années là-bas. C'est qui le troisième déjà? C'est Beverley. Beverley. Beverley, il a fait une tournée d'Europe, il n'arrête pas d'en parler dans ses podcasts. Et Dragic, pour moi, peut-être il a sauté, il a fait direct le pas et hop, il est parti en NBA. Ils sont très bons. Voilà. Ils sont très bons, ils ont anticipé. C'est bien Goran Dragic. Ouais, voilà. Petit rappel, ça se fait un petit check et c'est bien mérité. Patrick Beverley a joué l'Eurocoupe avec Saint-Pétersbourg. Il était MVP Oui, de l'Eurocoupe en, oui, oui, en oui. 2012. Tony Parker l'a joué en 2011 lors de la trêve. Ah, le lockout. le Lockdown. lockout, C'était exactement. obligé. Et il a fait 35 d'évaluation contre Valence notamment, Easy. un des records de la saison. Kristaps Porzingis l'a joué, c'est pas avec Malaga, c'est avec Séville en 2012 et en Il n'a 2014. pas joué à Malaga, excusez-moi. Et Goran Dragic a joué en Europe. Le pied. Et c'est là que ça aurait pu vous induire en erreur, c'est Le Goran frère. Dragic. Il Non, joue en Eurocup. le frère a joué en Eurocup, mais Goran Dragic a joué en Europe, mais il a joué uniquement en Euroleague. C'est avec Ljubljana en 2007-2008 et il a joué avec Baskonia en Euroleague lors du lockout en 2011. Donc c'est bien Goran Dragic, ça fait 3-2. Dernière question pour. Dernière question, et qui va tout séparer, qui va tout jouer tout simplement, puisque je vais vous demander de me citer les clubs qui ont fini premier de leur groupe respectif A et B en Eurocoupe, pas cette saison, la saison dernière, parce que ça serait trop facile. Donc groupe A, je veux un... Franchement, Je mets deux trucs au hasard. Et je veux, sachant que je veux le bilan des deux clubs. Non, bah ça va. Viens, on met d'abord 2 équipes et on voit si. Je veux aussi le deuxième et troisième. Non, je rigole. Moi, je mets pas au hasard, mais. Je mets au hasard. Tu modifies plus, Julio, je peux dire. Ouais. Moi, j'ai mis Apoel Tel Aviv et j'ai mis Grande Canaria, parce que Grande Canaria, je sais qu'ils ont gagné. J'ai mis Grande Canaria et Badalone. Mais Oh putain. Ah, c'est... Oh purée, c'est très chaud. Ok. Donc, Grande Canaria, vous avez tous les deux LB, c'est bon pour Grande Canaria. Ensuite, la Poel Tel Aviv Ah ne ouais. peut pas, puisqu'ils sont dans le groupe de Grande Canaria. Ah, bah, super. Et Badalone, ça aurait pu être possible, mais Non. c'est pas ça. J'ai gagné. J'ai C'est gagné. pas ça.
Donc, victoire de Matisse. Et c'est qui Pour petit point d'histoire, et ben c'était tout simplement Prométhée qui a terminé avec Mais un oui, bilan de oui, 14 oui, victoires, 4 ça, défaites. Badalone a terminé avec un bilan de 13 victoires, 5 défaites. Et de l'autre côté, pour revenir deuxième du groupe B, on avait Turk Télécom et l'Hapoel Tel Aviv. Donc, Quel bilan? T'as le bilan ou pas? avec le bilan de, je crois que c'était du 13-5 aussi. Ah, comme l'équipe que Jules avait mis. Donc les amis, eh ben, écoutez, on est sur une victoire 4-2, je Ouais. repose le PC, on est sur une victoire 4-2, tac sans faire tomber le maillot. 4-3, 4-3. pardonnez-moi. Il a aussi marqué Je suis sur- vraiment mauvais aujourd'hui en termes de. Et surtout, en termes d'animation. ce qu'on peut dire, Je n'ai pas gagné. 3, ça fait 2. Et ça fait je remonte un petit peu au classement. Je laisse les jeunes s'amuser. C'est C'est malheureux. serré, mais t'en as remporté un aujourd'hui. Ouais. T'as débloqué le Premier compteur. point, voilà, c'est ça. Et bien, puis, écoutez, non, ça vous a régalé. Vous n'avez pas été si mauvais que ça au final. Ouais. Ça va, effectivement, on s'en est bien sorti. Avec un peu plus de préparation, on aurait pu Non, être bah, bon. c'est la triche. sinon. Mais c'est de la triche, du coup, voilà. Mais voilà, c'est encore régalé. Bon, écoutez les gars, c'est la fin de l'épisode, on s'est régalé. Ouais, du coup, fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un super moment. Et puis, effectivement, bah, vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner si vous avez envie. On est disponible sur plein d'autres plateformes, comme vous le savez, c'est dans la description. Et soyez à l'affût, parce qu'actuellement, comme vous le savez, on est à l'NJT Paris. Et on va peut-être sortir un petit vlog. Et tant qu'on y est, des petites interviews toujours disponibles. Benjamin Sen et Armel Traoré qui sortent bientôt. Donc, Tout ça arrive, restez connectés. Ouais, restez branchés. c'est ça. Toujours à l'affût. Et puis, bah, à la prochaine. Voilà. Rendez-vous dans le podcast 4 d'ici un mois. Ouais, C'est à moi. Allez, bisous. Bisous. Dis-moi que ça tourne encore, qu'il n'y a aucune galère. Toi, ça tourne. Ouais. T'as combien de temps au final? Espace de stockage complet. C'est bâtard. C'est bon les micros? 1h34. 1h34, moi j'ai 1h34. Pretty chilly. I've been trying to find me